Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 314 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 7e numéro de notre top 100, la syllabe, le top 100 participatif avec tous les membres des médias NBA différents. Et donc aujourd'hui, on reçoit Benjamin Moubèche de Basket Session / Reverse notamment, et puis de son podcast aussi, le Moop Deep. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre top 100, la syllabe, magnifique jeu de mots, évidemment. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui est déjà venu, évidemment, qui a fait le format l'an dernier, quelqu'un qui a appris la retraite de Adrian Wojnarowski et qui se demande s'il n'y aurait pas un créneau à prendre. Aujourd'hui, c'est Benjamin Moubèche. Comment ça va, Benjamin ? Salut, comment ça va ? Ça va, et toi ? Toi qui étais déjà le Brian Windhorst de Wembanyama, est-ce que Woj tu vises ou non ? Woj, je pense que je vais laisser le spot aux gens qui aiment bien envoyer 2 millions de SMS par jour, ne pas dormir. Enfin, ceci dit, j'aime pas trop dormir, mais j'avoue, c'est pas tout à fait mon créneau. Je vais le laisser à quelqu'un d'autre. Je pense que Shams, par exemple, même si, tu vois, lui et moi, on est au coude à coude depuis des années pour prendre ce spot, ouais. Je vais lui laisser gentiment. Je sais pas si t'as vu, il y a des rumeurs de qui pourrait prendre la place. Alors, il y a évidemment Shams, mais il y a aussi des noms un peu qui sortent un peu du mainstream, quoi. Et donc, il y a des gens qui ressortent, ah ouais, lui, il est candidat, alors que regardez ce qu'il a dit, le trade de Kevin Durant, il sera pas, ou des trucs comme ça. Jake Fisher, après la draft qu'il avait fait, là, évidemment, on lui tombe dessus. Chris Haynes, qui sort toujours les infos d'Amen Lillard. Ouais. Enfin, voilà, le dossier est marrant à suivre. Ouais, c'est fascinant. C'est fascinant, mais bon, alors oui, Benjamin Moubèche, bien sûr, qui a passé pour ça, hein, Brian Windhorst, pardon pour ceux qui ont la référence, mais qui a passé l'an dernier à San Antonio à suivre Wembanyama. D'ailleurs, est-ce que tu as pu faire des breaking news ou pas, toi, l'an dernier, à côté de Wemby? J'ai eu, je pense, 0 breaking news l'année dernière. Ouais. Voilà, c'est les Spurs. C'est verrouillé de partout. Donc, pareil, aujourd'hui, j'ai un joueur des Spurs dans mon top, mais j'ai pas d'infos exclusives. Parce que je crois qu'on enregistrait le soir alors, les bilans 2024 avec toi, on a fait sur les Spurs, on enregistrait le soir où c'est Maxime Aubin donc, qui avait la méga news fin de saison pour Wemby, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je me souviens que du coup, tu me l'as dit en plein podcast. Ouais, on s'est arrêté, on a fait une petite pause le temps que je traite l'info. Ouais, c'est ça. Bon, bref, Benjamin Moubèche, vous connaissez évidemment, okay, sur le Basket Lab assez régulièrement, mais surtout donc de Basket Session. Tu apparais souvent là-bas, on te connaît de là-bas. Le MOOC aussi, tu écris beaucoup pour le MOOC. Et puis, aussi, depuis l'an dernier, tu as aussi ton propre podcast. C'est ça, voilà, le Moop Deep. Bon, je n'ai pas fait de podcast depuis longtemps, donc je suis content, tu vois, de reprendre avec le top 100, le Basket Lab et tout ça. Ouais. Mais ça revient l'année prochaine. On garde ça un petit peu en mode surprise. Ouais, et puis ça avait quand même plutôt pas mal marché, hein, l'an dernier, pour le coup. Ça va, effectivement. Puis je t'ai même volé Azad pendant un épisode. Donc, ouais, j'ai vu. Il y a un petit crossover à faire. J'ai vu. Et en plus, il a parlé de la même chose dont il a parlé chez moi 3 jours avant, je crois, sur les pull-ups de Wemby. C'est ça, c'était vraiment le rapprochement incroyable. Ouais, le mec il travaille pas, quoi. Il a une fiche, il se dit je vais la proposer partout. Évidemment. Bon, Azad, on le connaît. Non, qu'est-ce que j'allais dire ? Je sais plus ce que j'allais dire, mais allez écouter le Moop Deep. Si, le Moop Deep. Est-ce que tes auditeurs ont la référence ou pas tout de même du Moop Deep ? La plupart l'ont, parce que les mecs qui écoutent Basket Session, c'est beaucoup, tu sais, des mecs qui ont connu le rap des années 90 et tout ça. Donc il y a même des gens qui m'ont demandé de faire un podcast dans le Queens ou un truc comme ça. Donc ça va, les gens sont informés, ils sont au courant. Je leur ai expliqué dans un des épisodes, donc ça va, ils savent. Voilà, un excellent nom de podcast, bien entendu. Et donc aujourd'hui, le format, vous connaissez le top 100. Qu'est-ce qu'on fait ? On a une playlist de 100 joueurs, en tout cas c'est ma playlist, que j'ai fait un peu, j'ai pas passé trop de temps non plus. On va en parler aujourd'hui. Et donc, on prend à chaque fois 5 noms différents, on en discute, on les rajoute au classement et donc on le construit petit à petit, ce classement. Vous le savez, on a fait déjà 6 épisodes, pardon. Donc, on a un top 30, 6 x 5. Et à la fin de celui-ci, on aura un top 35 et on va construire comme ça jusqu'à 100. Aujourd'hui, tu as une belle cuvée, d'ailleurs, avec pas mal de joueurs que tu réclamais déjà dans le top 100 l'an dernier, qui est donc Devin Vassell, ancien Spurs aussi, pardon, Dejounte Murray, du Giannis aussi aujourd'hui, du James Harden. C'est marrant de les voir ensemble, hein, James Harden et Giannis. Je
Je fais un peu un tirage au sort au hasard, tu sais, mais quand je les ai vus, après, parfois je réorganise un peu les noms, mais quand je les ai vus à côté, je me dis non, eux, je vais les garder ensemble, c'est rigolo. J'aime bien. Et puis Wendell Carter Jr., donc voici pour la QV du jour qu'on va traiter, évidemment, mais avant ça, nous avons un top 30, donc on a déjà un classement. Est-ce que tu as des revendications ou des observations à faire sur ce classement actuel, puisque je rappelle que c'est un classement vivant, et on peut être amené à le modifier, à reclasser certains noms. Est-ce que tu as des observations sur ce classement actuel ? Alors jusque-là, je trouve plutôt cohérent, si je suis honnête. Je trouve que ça va, à part peut-être tout en haut, où je comprends pas vraiment le choix de Kawhi Leonard devant Kevin Durant. Ouais. Si on prend vraiment la saison dernière, pour moi, Kevin Durant, il est vraiment au-dessus. Ensuite, Kawhi, Jason Tatum, j'avoue, j'aurais du mal à vraiment jauger. Là, je pense qu'on peut laisser Kawhi devant. Mais pour moi, KD, ça passe en top 1 du top actuel, en tout cas. Oui, c'était un peu le débat que je voulais avoir avec toi. J'étais un peu... je pencherais un peu là-dessus, sur ton avis. La dernière fois avec FD, on en discutait et FD était plutôt pour trancher Kawhi dessus, notamment parce que Durant a fait un peu une mauvaise saison d'efficacité, notamment plus que d'habitude, un peu plus compliqué aussi en défense. Donc c'était un peu l'argumentaire de dire, voilà, sachez, chers auditeurs, que je le répète, mais on évalue la performance 2024. On n'évalue pas le jour dans l'absolu ou le jour à l'instant T, on évalue aussi la saison. Et c'est vrai que du coup, sur cet aspect performance, tu vois, on avait un Durant moins efficace que d'habitude, d'ailleurs, qui a jamais été aussi peu efficace depuis 2009, pour te dire. Donc c'était quand même un sacré niveau de déclin, entre guillemets, par rapport à d'habitude. Donc c'était un peu l'argumentaire, mais je te rejoins un peu et je suis tenté aussi de remettre Durant en 1, pour tout avouer. Donc... C'est vrai que c'est dur en fait de se déconnecter un peu du côté où il a fait une moins bonne saison, une meilleure saison. Kawhi, c'est pareil, avoir du coup Kawhi qui joue vraiment une saison, c'était quand même assez excitant. Donc je comprends aussi pourquoi la tendance fait que Kawhi est devant. Maintenant, je pense que même si KD a un peu baissé, quand tu regardes l'efficacité offensive par rapport au reste de la ligue, ils sont à peu près dans la même zone, 4,5 de real true shooting, 4,9 pour Kawhi, je pense. Donc c'est quand même, voilà, ça se tape. Et je trouve que la saison de KD est juste plus complète, en fait. Donc je t'avoue que, ouais, voilà, pour moi, c'est le seul point que je vois que je modifierais. Après, je trouve pas ça honteux en l'état, juste, c'est ce que je changerais. Ouais, et alors, autre question, parce qu'on se demandait ça aussi, Tatum par rapport à Kawhi, ou alors Tatum par rapport à Durant, toi t'avais l'air de dire que pour toi il est quand même peut-être un cran en dessous, ou ça te choque pas en tout cas comme ça? Non, j'avoue, ça me choque pas, et je trouve ça très 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 compliqué de trier les trois joueurs. Pour le coup, il est peut-être un peu moins efficace que les deux premiers offensivement. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que collectivement, déjà, il y a quand même une saison... ça s'explique, voilà, le fait que ce soit pas mis en avant comme un si gros score que Durant ou que Kawhi, parce qu'il est dans un collectif un peu différent. Maintenant, si on prend vraiment le côté intrinsèque, je pense qu'il reste derrière. D'ailleurs, je dis ça, il se noie un peu plus en termes de productivité, mais le fait qu'il soit moins efficace dans un meilleur collectif que les autres, je pense en tout cas que c'est un meilleur collectif. Du coup, c'est peut-être un point contre lui. Donc je pense qu'il reste quand même derrière Kawhi et derrière KD. Mais c'est pareil, pour ceux qui voudraient le mettre devant, je trouve pas ça honteux et je pense qu'il y a un vrai débat. Ouais, d'accord. Tiens, je peux rappeler un peu le classement. C'est vrai que je l'ai peut-être pas assez fait jusqu'ici. Au moins le top 10, je vais pas dire les 30 noms, t'inquiète pas. Mais le top 10, donc on a Kawhi pour l'instant en 1, Kevin Durant en 2. Peut-être qu'on le changera. Tatum en 3, Booker en 4, Mitchell en 5, Haliburton 6, Gobert aussi. La dernière fois, on se demandait est-ce que Gobert pourrait pas remonter un peu, mais bon, j'attends un peu de récolter les avis. Ou s'il y a des gens qui disent que ça choque qu'il soit trop haut, trop bas, on verra ça. Kyrie pour l'instant est 7ème, Sabonis 8ème, Towns est 9ème et DeRozan est 10ème. Mais rassurez-vous, il va y avoir plein de noms qu'on va rajouter. Donc je dis... Ah oui, non, pardon, je sais même pas... on n'a pas parlé des Best of the Rest aussi avec toi. Je crois que je t'ai pas envoyé la liste. Non, j'ai pas la liste, mais c'est toujours ma partie préférée, j'avoue. C'est vrai qu'il y a certains noms que j'ai pas mis cette année. Des noms où avec soit des minutages un peu plus faibles, soit des joueurs un peu moins forts. Mais je suppose que, tu vois, il y a des Malik Monk, il y a des PJ Washington, Ivica Zubac, Norman Powell, de qui on nous a parlé aussi, de Colin Sexton aussi, on m'a mentionné dans le top 100 pour l'instant. Des mecs comme ça qui pourraient éventuellement intégrer. J'avais pensé aussi aux abords du top 100, tu vois, un Trey Jones. Je sais pas comment toi tu traiterais un peu ce cas de Trey Jones, un peu trop tôt ou pas? En fait, c'est dur de dire parce que j'avoue, 100 joueurs, une liste comme ça à visualiser, c'est compliqué. Quand tu me dis Trey Jones, ça me choquerait pas de me dire qu'il serait dans le classement parce qu'il a fait une belle saison. Du coup, je trouve qu'il est monté à ce niveau-là cette saison.
Et pareil pour plusieurs autres joueurs que tu as mentionnés. Je pense à Zubac, par exemple, qui, pour moi, tu vois, quand tu me dis ça comme ça, il sonne comme un joueur de top 100. Ouais. Mais vu que j'ai pas en tête tous les gars qui pourraient être devant, je sais pas exactement à quel point il devrait l'être. Tu vois, ouais, moi, c'est vrai que d'instinct, j'aurais mis sans doute Trey Jones dans mon top 100. Surtout que j'avoue, j'ai tendance à valoriser un peu plus les porteurs de balles, les créateurs. Et du coup, Trey Jones, vu qu'il a ce rôle un peu plus difficile dans une équipe d'ailleurs où c'est pas évident, je trouve que sa saison est plutôt convaincante. Donc top 100, ouais, pourquoi pas. Ouais, il était un peu tu vois, dans la zone un peu 100 jusqu'à 100, 105, 110, 120 quoi pour moi. Un peu, un peu comme ça en bataille. Mais c'est vrai que toi, tu dis ça parce que tu as aussi connu l'époque sans Trey Jones, meneur titulaire. Le début de saison Spurs qui était Après, compliqué. moi, ça m'allait. Hein. J'aimais bien les expériences. Mais c'est vrai qu'il y a eu un avant, un après. Quand on regarde les stats de Victor, par exemple, Trey Jones, quand il arrive, tout monte en flèche. Ouais. C'est clair. Ouais. Non, mais alors, pour te dire aussi, Zubac, je veux pas trop, parce que je pense qu'on va développer tout à l'heure, mais Zubac, Powell ou des mecs comme ça, Malik Monk, c'est pas sur le niveau de jeu, c'est sur l'aspect où il joue que 26 minutes par match, tu vois. Et comme on évalue un peu le niveau, non pas la valeur cumulée, genre on accumule la valeur totale de tous les matchs, mais un peu la valeur par match, grosso modo, c'est vrai que j'avais un peu ce truc de les petits minutages versus des mecs qui sont peut-être un peu moins forts ou à leur niveau similaire, mais qui jouent 32 minutes par match. J'avais un peu coupé comme ça, mais je pense qu'avec un Wendell Carter Jr., tu vois, ça peut discuter. On va le faire, je pense. Mais voilà, c'est toujours moi, mon problème avec les petits minutages, plus petits en tout cas, c'est que je sais pas trop comment les juger par rapport à des mecs de niveau équivalent ou légèrement moins forts, mais qui quand même jouent plus. Finalement, qu'est-ce qui apporte le plus d'impact, quoi? Tu vois, si le minutage, chaque minute est un peu un facteur multiplicatif, est-ce que tu préfères avoir un 18 sur 20 sur x26, ou alors est-ce que tu préfères un 16 sur 20 x 32, quoi? Tu vois, un peu, je modélise, hein, mais c'est un peu l'idée, Non, quoi. t'inquiète. Et puis, c'est pareil, c'est compliqué, je trouve. Il y a les minutes, mais aussi le rôle. Ouais. Zubac, par exemple, c'est quand même un joueur où tu te dis c'est compliqué d'évaluer parce qu'on parle vraiment de strictement ses capacités à défendre sous le cercle et à finir en pick and roll la plupart du temps. Donc, voilà, c'est compliqué quand tu prends ces chiffres d'efficacité, quand tu regardes la saison. C'est un joueur complémentaire, donc fatalement, c'est un peu compliqué de déterminer à quel point il est bon. Je trouve que Wendell Carter Jr., tu vois, il est déjà un peu plus indépendant à ce niveau-là. Il a un profil un peu plus intéressant dont on peut discuter plus facilement que Zubac. C'est pas glamour. Donc, c'est compliqué d'évaluer ces mecs. Et puis, quand tu dois mettre dans un classement, tu vois, là, je regarde le top 10, par exemple. Il y a Tyrese Haliburton et Rudy Gobert qui sont en 6 et 7. Les profils sont complètement opposés. Ouais. Donc, les trier, j'ai envie de dire, c'est un casse-tête de fou. Tu vois, moi, j'aurais du mal à dire lequel je dois mettre devant lequel parce que leurs qualités sont tellement différentes. Donc, tu vois, j'imagine pas la galère que c'est de faire un vrai top 100. Donc, Zubac, si tu me dis qu'il est 105 ou si tu me dis qu'il est 95, ça me choque pas du tout. Enfin, l'un des deux, je fais pas la différence. Ouais, d'accord. Oui. Et en plus, tu dis différencier Haliburton et Gobert, c'est compliqué, mais c'est aussi le but, hein, et on le fait parce que c'est intéressant, c'est les meilleurs joueurs de NBA. Après, est-ce que c'est aussi intéressant de le faire sur, comme tu dis, est-ce qu'il est 95 ou 115 c'est-à-dire qu'on n'a matériellement pas le temps de le faire pour tout le monde, effectivement. Ouais, c'est clair. Mais on va en reparler, je pense, de Zubac. En bref, allons-y sur la QV du jour. Donc j'ai dit, on a du Giannis, on a du Dejounte Murray. Qui est-ce qu'on a? J'arrive pas à retrouver ma liste, pardon. On a du James Harden, on a du Wendell Carter Jr. et du Devin Vassell. Donc, question habituelle avant qu'on en discute un par un. Comment est-ce que tu les as classés les uns par rapport aux autres, ces 5-là? Je vais être honnête, mon classement, je suis pas sûr qu'il ait du sens et je suis pas sûr de ne pas le revisiter en cours de podcast. Ouais, bien sûr. Pour moi, ce qui est clair, c'est que le top 1, voilà, c'est simple, c'est Giannis. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas du tout de débat possible là-dessus. En 2, James Harden. Ouais. On sépare quand même parce que c'est pareil, c'est deux joueurs qui sont vraiment très très au-dessus du reste. Les 3 autres, j'ai trouvé ça un peu plus compliqué à départager. J'ai quand même mis du coup Devin Vassell en 3. Ouais. J'ai mis Wendell Carter en 4. Et j'ai mis Dejounte Murray en 5. Et c'est pareil, c'était très très compliqué parce que comparer un joueur comme Wendell Carter qui joue dans un rôle un peu restreint et comparer quelqu'un comme Dejounte Murray qui a un gros rôle et qui n'est pas forcément brillant dedans, c'est un petit peu compliqué. Et je me demande s'il n'y a pas quand même une part de moi qui a voulu mettre Dejounte Murray en 5 parce que je le trouve un peu, comme beaucoup, surcoté. Et on a des attentes, enfin il y a un décalage immense entre les attentes et la réalité. Donc, je t'avoue, sur les deux de la fin, j'ai une vraie hésitation. Un peu une taxe de déception qui va au-delà de simplement
la valeur sportive, quoi, pour le coup. Bon, j'ai un peu le même, hein. J'ai Giannis en 1, Harden en 2, évidemment. J'hésitais aussi Vassell et Murray en 4, moi, pour le coup. Ouais, j'ai eu pas mal d'hésitations pour les 3 derniers, franchement. Ouais. Et puis Carter en 5, mais bon, Carter, est-ce qu'il aurait dû faire partie de la pré-liste ou pas? On va en discuter. Bah tiens, alors sur Dejounte Murray, si tu veux bien. Donc, Dejounte Murray, notre premier joueur du jour, je te fais le topo vite fait, évidemment. 36 minutes par match, 78 matchs pour Murray cette année, 96 de true shooting plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 96 pour la 100, moins 4% d'efficacité relatif à la moyenne. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Moins 4%. Sur un volume de 27% d'usage, donc pas mal hein, comme volume de responsabilité, 27%. Et pour te lancer, en effet, c'est vrai qu'on est mine de rien sur une deuxième saison sur 2 très décevante du côté d'Atlanta. Bah, c'est ça en fait. Déjà, quand tu prends le bilan collectif, c'est évidemment très 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 en dessous des attentes. 10e de la conférence Est, bilan négatif. Quand tu penses qu'il fallait passer le step pour les ramener en finale de conférence, c'est pas tout à fait atteint. Et quand tu as un joueur comme Murray, du coup, qui est quand même du coup à 28% de usage, donc le lieutenant de Trae Young, évidemment, il a un rôle proéminent là-dedans. Donc fatalement, quand tu regardes le bilan collectif, déjà c'est décevant. Et quand tu regardes individuellement parlant, c'est aussi décevant parce que on s'attendait, les gens qui avaient des attentes pour ce duo-là, s'attendaient à ce que Murray il apporte beaucoup en défense. Il a clairement pas apporté ça. Et offensivement parlant, il n'a pas non plus renouvelé son jeu dans le sens où il est finalement assez peu efficace. J'ai 1,12 points par tir tenté, ce qui est dans la moyenne basse de la ligue. Ouais. C'est pas un passeur transcendant. En fait, il est excellent de nulle part. Et je pense que, je sais pas s'il pénalise son équipe, c'est un peu compliqué à dire. Ensuite, il l'avantage pas comme il devrait le faire. Et surtout quand tu vois son contrat qui est relatif aux attentes, ça situe bien, je trouve, les attentes par rapport à lui. Là, il était sur la dernière année d'un friendly deal que tout le monde estime un peu bas. Là, il arrive sur un contrat à 30 millions. Ils l'ont bougé aux Pelicans et c'est pour une raison. Parce que juste, ça marchait pas collectivement et parce que Dejounte Murray, si on est honnête, ça marche pas très bien individuellement. Ouais, non mais c'est ça, je pense qu'il y a peut-être un effet, un peu aggravant avec le fait que le fit est pas bon du tout à Atlanta. Donc ça va peut-être accentuer son niveau individuel, mine de rien, parce que voilà, il a certains outils, donc certaines forces et certaines faiblesses, mais si les faiblesses sont un peu accentuées dans le résultat final de par un fit qui est pas bon, c'est vrai que ça aggrave un peu le tout, je trouve, et il y a quelques problèmes en fait, je trouve, avec lui. Alors on commence par les problèmes parce que vous connaissez un peu le profil, hein, c'est un porteur de balle, c'est un créateur aussi d'un certain niveau, etc., etc., mais c'est vrai qu'il y a des problèmes, je trouve, un peu d'efficacité. Déjà, premièrement, on n'est pas aussi cata que certaines années, hein. Comme dit, seulement moins 4% d'efficacité relative à la moyenne. Pour lui, c'est quand même pas si mal que ça. Il a déjà fait pire, du genre moins 7, moins 8 ou des trucs comme ça. Donc ça, ça va, mais c'est quand même un rendement d'efficacité qui est pas si intéressant que ça, pardon. Et puis aussi un problème par rapport à l'identité d'attaque, je trouve. Et la question du fit, hein, comme tu l'as dit, où on a clairement une espèce de redondance de profil avec Trae Young. On pourra en parler. Et puis l'autre problème aussi, c'est la défense. La défense, c'est un peu ce rêve qu'il y avait à la base, sans doute de dire, on a Trae Young qui est pas bon défenseur, on va prendre Dejounte Murray qui est un bon défenseur, et comme ça on va le mettre en mission défensive sur des mecs à l'arrière, et on va cacher Trae Young. Sauf que ça marche pas tellement comme ça en NBA aujourd'hui, hein, avec dans l'ère des switches et dans l'ère de l'espace où tu peux cibler des mecs en défense off-ball notamment. Donc là, Dejounte Murray, il est plus rien pour Trae Young pour le coup. Mais même lui, hein, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je trouve que même lui a un niveau défensif qui a été très décevant, inférieur à ce qu'on a connu dans ces années all defense aux Spurs, qu'on peut expliquer aussi parce qu'il avait pas du tout le même volume offensif, donc il avait plus de jus et plus d'énergie à dépenser en défense, ok. Mais c'est vrai que autant sur l'homme il peut être pas mal, mais même là il a été régulier. Autant de l'autre côté, tu vois, tout ce qui était défense off-ball, c'était pas bon, quoi. C'était la claire faiblesse des Hawks cette année, c'était cette question de la défense collective, où on avait une défense qui était à la ramasse, quoi. C'est pas juste les mecs qui se faisaient dépasser, en fait, face au ballon dans le périmètre. Il y avait aussi les rotations qui étaient pas faites, ou alors mal faites, etc., etc. Donc voilà, c'est un tout, et je pense que c'est mine de rien quelqu'un qui a des forces, qui a des faiblesses. Il faut pas contourner ça aussi comme problème. Mais je pense en un sens, elles ont été aussi un peu aggravées, ces faiblesses. Donc, quand aujourd'hui on va évaluer la performance, on est obligé un peu d'évaluer le tout et le résultat final. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Ouais, c'est clair que dans le contexte, déjà défensivement, il n'était pas dans les meilleures conditions. L'association avec Trae Young, de base, effectivement, tu l'as dit, l'idée c'était de cacher quelqu'un qui était vraiment pas bon. Donc déjà, quand tu commences avec ce genre de joueur sur
sur le backcourt, t'es sûr que tu vas devoir rattraper des choses, que tu vas te mettre dans une position difficile. Et en plus, quand tu regardes l'effectif des Hawks, fatalement, Dejounte Murray s'est souvent occupé en face du meilleur extérieur adverse, du meilleur meneur adverse, etc. Donc, je trouve qu'il est bon sur l'isolation, mais même là-dessus, il a été un peu exposé parce qu'il était voué à défendre des superstars. Ouais. Donc, fatalement, il est bon là-dedans, mais il va pas arrêter des mecs comme Kyrie Irving ou James Harden. Et dans le reste du jeu, collectivement parlant, voilà, moi je trouve que c'est ça qui pêchait, c'est que sa navigation entre les écrans, elle est pas tout à fait au point. Collectivement parlant, on sent que les Hawks ils sont quand même assez mal organisés défensivement et Dejounte Murray du coup il faisait partie du problème. Pareil, voilà, du coup Trae Young s'est plus donné cette année, mais du coup quand les Hawks ça switchait, c'est pareil, c'était beaucoup de situations un peu compliquées. Donc en fait je trouve qu'il était derrière. Quand tu regardes le contexte collectif, tu peux comprendre pourquoi il était dans cette situation. Mais de toute façon, je pense qu'il a jamais eu les épaules pour assumer le rôle qu'on attendait. Et même quand tu prends du coup ses meilleures qualités, pour moi, c'est vraiment la défense en isolation ou éventuellement ça va être les moments où il doit vraiment chase un mec off-ball, mais du coup, il est vraiment focus sur quelqu'un parce que collectivement, c'est ça qui pêche. Même quand tu prends ces qualités-là, je crois pas qu'il soit élite pour autant. Et donc, c'est vrai que quand tu regardes ce côté-là, c'était décevant de la part de Dejounte Murray. Et là où beaucoup de gens considéraient qu'il était dans l'élite de la ligue en termes de défense quand il était aux Spurs, là, je pense qu'on peut un peu oublier cette idée et qu'on peut revenir à l'idée que Dejounte Murray, c'est un bon défenseur, mais qu'on ne peut pas trop en attendre de lui. Et clairement, il ne peut pas sauver la défense des Hawks. D'autant plus que si tu voulais cacher Trae Young, il fallait au moins Jrue Holiday. Et encore, tu as mentionné que c'était pas le fait que c'était pas possible pour plein de raisons. Juste le basket, ça marche pas comme ça, quoi. Et mais lui, il avait pas les épaules de base. Donc là, c'est vrai que c'est décevant par rapport à ce qu'on attendait de lui. Je pense qu'on en attendait trop. Et là, on voit bien que Dejounte Murray, c'est pas le joueur qu'on nous a vendu, c'est pas cet excellent défenseur. Et d'ailleurs, j'en aurais des trucs très marrants. C'est que c'est son anniversaire le jour où on enregistre ce podcast. Donc voilà, joyeux anniversaire Dejounte Murray et désolé pour tout ce qu'on dit, quoi. Non, mais j'insiste un peu sur ce point de l'optimisation qui rentre en compte parce que tu vois, si ça se trouve, on fera le top 100 l'été prochain et il sera sans doute peut-être à une place plus élevée parce que je m'attends pas à ce qu'il évolue sur certaines qualités, sur son jeu, mais par contre, si les qualités et le profil est utilisé différemment, peut-être qu'on aura une meilleure optimisation pour le coup, qu'on n'a pas du tout cette année. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte, je trouve, mais en effet, il y a plein de problèmes un peu partout. Et là, on a un peu développé la défense, mais même l'attaque, tu commences à le dire. Le duo fonctionne pas, mais pourquoi? Parce que il y a à la fois son problème un peu individuel, comme dit déjà de l'efficacité sur le plan, dans son prisme à lui seulement, mais aussi à le fait que, en tant que shooter off-ball, en tant que menace off-ball, ça marche pas trop. Il a pas non plus un jeu sans ballon énormissime. On a vu que peut-être un des espoirs aussi, c'est que lui ait la balle et que Trae Young joue un peu plus en sortie d'écran ou en off-ball. En tout cas, ça n'a pas trop été le cas. Alors, c'est pas de sa faute à lui, mais en tout cas, on l'a pas trop vu. Donc voilà, ça fait quand même plein de petits problèmes qui viennent s'ajouter. Après, tu vois, c'est vrai que pour un peu dépeindre sa saison, 36% à 3 points, on est d'accord, hein, c'est pas génial, mais sur un volume qui a augmenté. Et ça, je pense que, tu vois, on est à 7 par match. Bon, 36%, c'est le niveau moyen, hein, c'est littéralement la moyenne NBA. Mais on voit que voilà, c'est le Atlanta, ça bosse bien au niveau analytics et tout. Ils ont dû lui dire, vas-y, prends plus de 3 points tant qu'à faire parce que c'est quand même le plus intéressant. Donc on a ça, un shooter moyen à 3 points, 51% sur les longs tirs à 2 points, ça pour le coup. Et ça, c'est élite en fait. Hein. Tu sais, c'est un peu au niveau des longs tirs à 2 points, les standards sont plus bas, évidemment. Et donc, on va dire que c'est entre 30 et 50% l'échelle des valeurs, grosso modo. Sauf si vous êtes Kevin Durant, vous êtes à 60%. mais sinon, 50%, c'est génial sur les longs tirs à 2 points. Donc, ça, c'est une force de son profil, ce qui lui permet d'être un des meilleurs scoreurs d'isolation, d'ailleurs, de NBA en termes d'efficacité. Donc, ça, c'est bien aussi. Après, c'est vrai qu'il y a un peu d'autres faiblesses que le drive, hein. Par exemple, le drive, il est pas très fort. C'est un driver en dessous de la moyenne en termes d'efficacité, même en termes de passing. Bon, c'est un passeur pas mal, mais je dirais plutôt académique que vraiment très créatif ou génial. Donc voilà, il y a plein de petits éléments qui font que on n'a peut-être pas forcément un mec, tu vois, un porteur de balle chapeau 1 de NBA, quoi. On a quelqu'un qui s'est transformé depuis un défenseur total jusqu'à ça, et ça, c'est bien. Après, c'est vrai que, est-ce que tu as envie de lui confier les rênes de ton attaque à lui tout seul? Peut-être pas. Et est-ce que le fit a marché, surtout à côté de Trae Young? Ça, à peu près, on est sûr pour dire que non, en fait. Oui, c'est facile de dire à ce stade que non. Et puis, je trouve qu'ils ont quand même tenté des choses un peu différentes. Ce qui est marrant, c'est que
au final, ils ont voulu quand même faire jouer du coup Dejounte Murray plus avec la balle. Alors, j'ai la stat, hein, il y a une très 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 légère augmentation du coup de 3% du temps de possession qu'il a. Donc, il avait un peu plus le ballon que la saison précédente. En fait, quand tu regardes, pareil, ses tirs, il a beaucoup moins créé son propre tir que la saison précédente. Il est passé de 31% de ses tirs qui étaient faits derrière un assist à 39%. Et du coup, moi, ce qui me déçoit un petit peu aussi, c'est que son efficacité n'a pas vraiment augmenté malgré ce changement de rôle et ce changement de sélection de tir. Ouais. Donc ça, c'est un peu dommage. Et bon, ça s'explique aussi par pas mal de choses. Et je pense notamment le fait qu'il est juste dans la moyenne en termes d'efficacité au panier, de fréquence au panier. Ça, c'est vrai que c'est pénalisant quand t'es pas un excellent tireur à 3 points. Si tu peux pas au moins faire l'un des deux, c'est dommage. Et son jeu en mid-range, en fait, est très bon. Mais à Atlanta, on laisse peu l'utiliser. Quand tu regardes son volume, finalement, c'est que 13% de ses tentatives qui partent à mi-distance à longue portée. Ce qui est beaucoup moins que les saisons précédentes. Donc il y a eu volonté un petit peu de le limiter. C'est vrai que c'est pas le Quinn Snyder basketball de faire jouer beaucoup des Dejounte Murray à mi-distance. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage qu'on n'exploite même pas cette qualité-là qu'il avait dans son jeu et dans laquelle il peut briller un petit peu. Donc, c'est pour ça que je pense que la transition vers les Pelicans sera plus adaptée parce que, tu l'as dit, là, le fait qu'il ait fait une, entre guillemets, aussi mauvaise saison aux Hawks, c'est aussi le contexte collectif où il n'était pas dans une équipe qui lui correspondait. Très irrégulière, défense mauvaise, la saison globalement collective est décevante. Donc fatalement, briller dans ce contexte-là, dans un rôle dans lequel tu n'es pas forcément très à l'aise, c'est très, très, très compliqué. Donc voilà, il a des excuses. Je pense que la saison prochaine, il aura peut-être une position très, très différente dans le top 100, tu l'as dit. Mais fatalement, c'est difficile, quand tu regardes le joueur, de l'évaluer différemment parce que tu peux pas vraiment le sortir de son contexte collectif. Et intrinsèquement parlant, il n'a pas montré des choses complètement transcendantes qui permettent de dire bon bah les Hawks ont fait une saison terrible, mais Dejounte Murray, c'est le mec qui brille malgré tout. Il n'a pas ça non plus. Donc c'est vrai que le bilan est dur, mais c'est un peu inévitable. Il y a un peu ce truc où le seul aspect où il est très au-dessus de la moyenne, c'est les longs 2, les longs tirs à 2 points. Mais sauf que, voilà, en termes de rentabilité, c'est le domaine du jeu qui est le moins rentable, au final. Donc, il y a ça aussi, tu vois, 51% sur des longs 2. Le calcul est très simple, hein, 50% ou même 51%, ça fait 1 point par possession, hein, 0,50 x 2 parce que ça vaut 2 points. Donc, en moyenne, chaque tir de Murray valait 1 point par possession. Bon, la moyenne NBA, elle est à 1,15 ou 16 cette année, tu vois. Donc, ça fait quand même un sacré écart. Donc, le seul domaine où il est très bon, et en effet, il est très bon, c'est vrai que la rentabilité, elle fait que sur l'échelle des longs tirs de points, c'est génial, c'est tout en haut. Mais sur l'échelle de tous les tirs, tu mets tout sur le même plan et sur la même échelle, c'est pas top. Donc c'est pour ça qu'on explique un peu cet aspect de c'est un score qui est autour de la moyenne, voire un peu en dessous, parce que les longs 2, ça rapporte pas beaucoup, parce que sur drive, il est un peu en dessous de la moyenne, parce que au niveau du 3 points, il est au niveau de la moyenne et pas beaucoup plus, etc. Mais voilà, je pense qu'on conclut un peu ces 2 années chez les Hawks. Ça a été un peu un échec, mais bref, on verra pour la suite. Mais avant ça, avant de se projeter sur 2025, le classement alors, où est-ce qu'on imagine, où est-ce que tu imagines Dejounte Murray dans ce classement? C'est là où c'est vraiment, vraiment compliqué. Tu vois, j'aurais tendance à le mettre... tu vois, moi, je vois DeAndre Hunter en 26e position. Ouais. Et c'est très compliqué parce qu'il a un rôle qui est plus grand que celui de DeAndre Hunter, mais je trouve qu'il a fait une moins bonne saison quand même. J'ai envie de les mettre à côté, en fait. Peut-être au niveau de... c'est tellement compliqué, je trouve. Tu vois, t'as CJ McCollum, pareil, qui est un petit peu dans le même ordre de rang, je trouve. Donc je pense qu'on peut le mettre autour de la place 25, c'est pas trop mal. Bienvenue dans mon monde, hein, Benjamin. Moi j'en ai 20 avec des épisodes comme ça à faire, c'est dur. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça que je suis impressionné, tu vois, parce que déjà en classé 5, pour moi, c'était compliqué. Donc en classé 100, c'est pas la peine. Hein. Non, mais je pense que je suis d'accord, je suis totalement d'accord. C'est un peu la zone où je l'avais aussi. On a une zone, on a Mike Conley 19, on a Bogdanovic qui est 20 d'ailleurs dans son équipe aussi. CJ McCollum 21, Dejounte Murray, ou alors non, pardon, c'est moi qui n'ai pas le classement à jour, mais bref, il y a un peu cette zone ici de pas mal de porteurs de balles qui ont des faiblesses, on va dire. Mais ça me va de le mettre là, surtout que McCollum a fait une plutôt bonne saison en termes d'efficacité, notamment. Donc il n'a pas la défense, mais il a l'efficacité. Donc ça peut être le point à pas dépasser. Et DeAndre Hunter un peu en dessous aussi. Donc ouais, on peut le mettre par là. Donc un peu collé à Keegan Murray, alors, qui est entre les deux. Oui, voilà, c'est ça.
Keegan Murray, c'est pareil, j'ai du mal à dire vu que c'est deux rôles très différents. Ouais. Je dirais qu'il est sous CJ McCollum, donc là j'aurais tendance à dire 25, parce que là dans le classement que j'ai, on a 30 joueurs et CJ est en 24e. Si la personne qui passe ensuite veut mettre Keegan Murray devant Dejounte Murray, je ne vais rien dire en commentaire. Elle peut y aller, il n'y a pas de problème. Ouais, d'accord. Ok, mettons-le là. Ouais, effectivement. Donc, c'était 25, hein, c'est ça. J'ai pas le classement à jour sur mon Excel. 25. Tout à fait. Ok, mettons-le là. Dejounte Murray. Donc, petit quiz pour finir. Est-ce que tu te souviens de ça? Qu'il y a des quiz pour se remémorer des actions marquantes de la saison. Je te prends par surprise ou pas? C'est quoi? J'avais complètement oublié. Donc, la surprise est vraiment totale, tu vois. Petit quiz pour se remémorer des actions marquantes de la saison. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action? On est le 28 mars. 28 mars, c'est un game winner de Dejounte Murray contre les Boston Celtics. Peut-être ça te parle même. Qui est sur le terrain au moment de ce game winner? Ça me parle, j'ai l'action en tête. Ouais. En plus, je me souviens d'avoir regardé ce match en live et j'étais un peu comme un fou. Écoute, je vais tenter, du coup, si on est sur un buzzer et tout, c'est qu'il y a forcément des shooters sur le terrain. Le problème, c'est, je pense qu'il n'y aura pas Trae Young parce qu'il était un peu blessé. Donc, je vais te dire Bogdan Bogdanovic. Tout à fait. Pareil, DeAndre Hunter, c'est compliqué. Il a eu pas mal d'absence, mais je vais quand même tenter DeAndre Hunter. Il est là, oui, il est là. Jalen Johnson. Non. Ah, terrible. Tous les mecs des Hawks, de toute façon, qui sont autour des 55 matchs et tout ça, c'est compliqué. Je vais quand même tenter Trae Young, du coup. Non, pas Trae Young, non. Tu avais raison. Blessé. C'est galère. Alors, je réfléchis des shooters au Garrison Matthews, soyons fous. Non, pas Garrison Matthews. On a un pivot au cas où pour le rebond offensif. Ok, donc je pense que c'est Clint Capella. Exactement, c'était Clint Capella. Et puis le dernier, sur le terrain, il était dans le corner. C'est un mec de corner. Saddiq Bey, peut-être? Non, c'est un mec qui est très vieux. Un très gros vieux. vétéran. Ok, alors, j'ai parlé aujourd'hui avec quelqu'un de Patty Mills, donc j'ai envie de te dire Patty Mills. Non, mais il a également joué à Portland, en effet. Alors, attends, Portland, vieux. Est-ce qu'il aurait joué aux Bucks par hasard aussi? Oui, plus récemment, en 2020. Alors, je vais te dire Wes Matthews. Exactement, c'est Wes Matthews, l'éternel qui est sur le terrain, tout à fait. Donc tu as les 5 fou, Hawks. Quand même. Et côté Boston, alors est-ce que tu as qui est sur le terrain côté Boston? Alors, côté Boston, c'est un peu galère aussi, j'ai envie de dire. Enfin bon, j'imagine que je peux tenter avec un peu les joueurs de base, donc Jason Tatum évidemment. Ouais. Jaylen Brown. Oui. Derek White. Oui. Jrue Holiday. Tout à fait. Et on va dire qu'il y a aussi un mec pour le rebond, donc j'ai une chance sur deux plus ou moins, je vais dire Al Horford. Non, mais c'est un autre PP. Un autre PP, d'accord, parce que j'aurais dit Porzingis en deux, tu vois, donc c'était pas... non, c'est pas Porzingis. Un autre PP, en plus un PP Celtic, si on n'a pas des masses. Ce n'est pas Papy Horford, c'est PP. Mais qui est PP? Qui est PP? Est-ce que c'est PP comme dans... du coup, il n'y a pas de pivot et c'est Peyton Pritchard? Exactement, c'est Peyton Pritchard, ouais, tout à fait, okay. Tout à fait. Avançons, on peut aller sur Devin Vassell, si tu veux bien. Devin Vassell, notre deuxième joueur du jour, que tu connais bien d'ailleurs. Devin Vassell, je te fais le topo, 33 minutes par match pour Devin Vassell, 68 matchs cette année, 100 de true shooting plus, donc littéralement, il est au niveau moyen de NBA, hein, la moyenne est à 100, donc il est pile au niveau moyen de NBA en termes d'efficacité au scoring individuel, sur 24% d'usage de basketball référence, donc seulement sur le scoring, un plutôt bon volume, hein, on va dire, une deuxième option d'équipe, on peut le formuler comme ça. Et c'est vrai que pour te lancer, on est vraiment sur la saison de l'explosion sur le plan individuel pour Devin Vassell. Bah c'est ça, et puis l'année dernière, du coup, je l'ai mentionné dans les joueurs qui n'étaient pas en top 100 et qui pouvaient y prétendre, ouais. Parce que je trouve qu'il avait déjà montré qu'il était capable de ça, mais c'est vrai qu'il avait joué que une quarantaine de matchs, donc c'est vrai que c'était pas représentatif du tout, mais sur les matchs qu'il avait fait, je trouvais que c'était plutôt convaincant. Donc là, je trouve qu'il a confirmé ce qu'il avait commencé à ce moment-là. Personnellement, c'était un peu quand même en dessous de mes attentes, dans le sens où je pensais qu'il y aurait quand même une plus grosse progression, et je pense qu'il y a des choses qui l'ont ralenti dans la saison. Alors c'est là où du coup je vais être un peu plus tatillon, parce que moi je l'ai vécu entre guillemets de l'intérieur, donc chaque petite blessure, chaque petit truc, je l'ai vécu un peu plus fort, et je trouve que quand il s'est blessé en tout début de saison, en novembre, il y a eu un moment où il a ralenti. Donc j'avoue, c'était un peu moins haut que ce que j'imaginais,
mais quand même la saison est satisfaisante. Déjà, je trouve que être dans la moyenne de l'NBA en termes d'efficacité quand tu joues aux Spurs, donc on rappelle la 5e pire équipe, entre guillemets, pire bilan de l'NBA plutôt, c'est quand même un miracle, parce que le reste des joueurs, ils sont généralement bien en dessous de la moyenne. Pareil, du coup, avec ces responsabilités-là, rester efficace dans ce genre de contexte, c'est compliqué, il a réussi. Et puis, mine de rien, donc, certes, il a un usage qui est relativement haut, mais ça reste raisonnable par rapport à, du coup, sa productivité. Une vingtaine de points en 33 minutes en tant que lieutenant, franchement, à son âge et dans cette équipe, c'est, je trouve, très convaincant. Et pareil, je suis pas particulièrement déçu par le côté défensif, dans le sens où souvent, quand un mec commence à exploser un petit peu offensivement, il y a des chances qu'il ait un peu laissé la défense de côté. Je trouve que dans son contexte, il a gardé tout à fait le niveau auquel on l'attendait. Il n'est pas du tout transcendant, c'est pas un top défenseur, mais il est honnête, il est neutre. Et ça, je pense que c'est bien. Si t'es positif offensivement et que t'es neutre défensivement, c'est quand même que t'as plutôt bien géré ta saison. Donc ouais, moi, Devin Vassell, je suis plutôt satisfait. Oui, effectivement. En plus, tu vois, tu parlais du nombre de matchs. Au-delà du côté blessure l'an dernier, moi, il y avait aussi un aspect un peu d'inefficacité qui me dérangeait un peu. Ouais, bien sûr. Surtout parce qu'en fait, c'était que ça son profil à l'époque. C'était que scorer. Alors que cette année, non seulement le scoring est enfin efficace, donc enfin rentable pour le coup, mais en plus, il y a du passing. Cette année, on pourra en discuter aussi de ça en plus. Mais ce que j'aime bien dans cet aspect de scoring et d'efficacité, c'est que on a une vraie progression pour le coup. Tu vois, c'est pas. Si on regarde un peu les stats au shoot, on est cette année 37% à 3 points sur un volume de 6 par match, 6,5. L'an dernier, on était déjà à 38% à 3 points sur 7 par match. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'efficacité générale augmente de manière significative pour passer de inefficace à efficace au niveau de la moyenne. Ça augmente, mais c'est pas dû à un peu, tu sais, parfois on peut avoir des variations un peu aléatoires au niveau du shoot d'une saison à l'autre. Le 3 points augmente, influe beaucoup sur l'efficacité générale. Donc voilà, tu fais une bonne saison ou pas, ça peut tout changer. Et là, on voit que c'est pas le cas. Là, c'est pas du tout le fait d'avoir bien shooté, entre guillemets, et juste ça. On voit qu'en fait, c'est dans le jeu qui s'est amélioré, qui s'est beaucoup amélioré, et notamment, je crois qu'on avait parlé dans les bilans aussi, mais c'est l'aspect de drive qu'il a beaucoup développé en termes de drive. L'efficacité sur drive, elle est excellente. Je crois que j'avais fait un filtrage, oui, voilà, je l'ai, sur les joueurs qui sont à plus de 8 drives par match, donc des volumes quand même assez conséquents. On avait 72 joueurs NBA en 2024 à plus de 8 drives par match. Sur 72, il était 14e à l'efficacité en fin de drive. Donc tout ce qui est lay-up, flotteur, plus les lancers francs aussi, cette productivité-là. Donc on est clairement sur un mec hyper efficace sur drive, et laissons un peu de côté les chiffres, on le voit aussi en match où je trouve que c'est surtout une dose d'agressivité qu'il a en plus cette année qui fait qu'il va directement jusqu'au panier faire des lay-ups, voire même attaquer certains protecteurs de panier en fait. Ouais, puis de toute façon, c'est ce qu'on avait beaucoup mentionné dans le bilan, justement, où c'était vraiment là où on l'attendait le plus, parce que c'est ce qui manquait. Et le fait de débloquer ce drive, ça a débloqué tout le reste du jeu, la création pour lui-même, pour les autres. C'est pareil, 3 points, il a pas vraiment évolué par rapport à sa moyenne en carrière, mais c'est en prenant beaucoup plus de pull-up, en prenant plus de pull-up en tout cas, et en étant beaucoup plus ciblé par la défense adverse. Moi, j'étais beaucoup du coup à San Antonio et je parlais avec les coachs d'en face, etc. Devin Vassell, pour les équipes d'en face, c'est un focus défensif. Quand les Rockets, qui sont, je pense, l'équipe qui défend le plus sérieusement en saison régulière, au moins contre les Spurs, quand ils venaient jouer contre les Spurs, il y avait un ciblage qui était effectué sur Devin Vassell, en plus de Victor Wembanyama. Et donc réussir, je trouve, à fonctionner dans ce contexte, c'est très fort. Et ouais, le drive, pour moi, c'est ce qui me marque le plus, parce que il est passé quand même de 49% de true shooting à 59% d'une saison à l'autre, donc en dessous de la moyenne, à top 15% de l'NBA. À 3 points, il n'a pas bougé, donc avec plus de responsabilités. En termes de création, il a eu peut-être moins le ballon au total, parce qu'il y avait Victor. Mais par contre, du coup, il est beaucoup plus intéressant quand il a le ballon. On l'a vu beaucoup, notamment sur des actions à deux, donc avec Victor qui était au milieu de tout le jeu des Spurs, hein, donc le nom revient évidemment, mais quand lui jouait en porteur de balle, voire en poseur d'écran, parce que ça arrivait pas mal avec Victor sur des pick and roll, pick and pop, il s'en est très bien sorti. Donc en fait, on est passé d'un joueur qui devait vraiment confirmer son statut à, je pense, aujourd'hui un joueur qui a prouvé qu'il avait le niveau pour être titulaire en NBA. Il a passé un bon step et je pense que c'est un vraiment bon titulaire en NBA. D'ailleurs, les Spurs, je pense, lui font vraiment confiance quand tu regardes le contrat qu'il a signé, pareil, au début de la saison. L'année prochaine, il va toucher 29 millions de dollars. Et je pense que c'est aussi l'indicateur que, aux yeux des Spurs, il a passé ce step. Et je pense qu'il va les mériter, en fait. Et pour moi, c'est significatif de passer ce cap-là dans ta carrière.
Donc c'est pour ça, Devin Vassell, ouais, je suis agréablement surpris. Enfin, je m'attendais à ça, donc surpris, c'est peut-être pas le mot, mais je suis satisfait par la progression. Bah ouais, et puis comme tu dis, c'est un peu soit le numéro 1, soit le numéro 2 en termes de création offensive, parce que voilà, Trey Jones, c'est un meneur un peu à l'ancienne, enfin gestionnaire quoi, c'est pas C'est ça. le créateur ultime, c'est le mec qui va porter la balle, gérer la boutique, etc. Mais en termes de création pure, c'était soit Wembanyama, soit lui-même, donc soit Devin Vassell. Et l'autre aspect que j'aime beaucoup dans son profil, au-delà de l'efficacité, au-delà du drive, au-delà de plein d'aspects comme ça, c'est un peu l'aspect de flexibilité de son profil et de polyvalence, parce que c'est pas un scoreur, pourquoi je parle de flexible, c'est pas un score rigide où genre j'ai besoin de mes possessions, donne-moi la balle, ça doit être statique autour de moi et puis je fais mon pick and roll, je fais mon isolation. Je trouve qu'il y a une certaine flexibilité dans ce profil où tu peux l'utiliser on ball, off ball aussi, un peu de manière hybride dans tout ce qui est, tu sais, les dribble and off, où on le faisait partir depuis le corner et puis il remonte, il fait un jeu de main à main et puis ensuite il curl vers le panier ou alors il prend le shoot, voilà ce genre de situation. Et finalement, c'est un profil qui a aussi de la valeur de par cette polyvalence pour moi, je trouve. Donc ça, c'est pas mal. Le drive, on l'a dit, c'est bien. Le 3 points, il n'a pas évolué, mais il reste à un bon niveau. Donc il y a ça. Et puis, un certain développement du passing aussi. Que je trouve qu'on était sur un mec qui était relativement unidimensionnel jusqu'ici. Là, on commence à voir certaines lectures sur pick and roll. Alors, ça reste des basiques, hein, mais c'est déjà ça, quoi. C'est un mec qui, au moins, peut faire un peu de ça maintenant, notamment sur les fameux jeux à deux, parfois, quand voilà, il vient depuis le corner, il remonte, et puis ça fait un espèce de pick and roll aussi sur un jeu de main à main. Il y a aussi de très bonnes lectures qui sont très simples, mais juste balancer des passes de alley-oop si la défense est trop sur toi, vers donc Wembanyama qui roule au panier, ou ce genre de choses. Donc, le passing, également, c'est un peu développé, je trouve, et ça fait du bien pour ce profil. Et en plus, de l'autre côté, on n'a pas beaucoup plus de pertes de balles en fait. On est encore tu vois, un mec qui a un peu développé son passing et qui de l'autre côté est encore à moins de 9% de turnover percentage. Ce qui est, voilà, quand la barre des 10% de turnover percentage, c'est déjà, c'est assez propre quoi. Si vous êtes à 10%, donc 9% c'est encore mieux. C'est vraiment, voilà, il y a aussi cet aspect de rentabilité, pas que au niveau efficacité et scoring. Il y a aussi le fait qu'il fait plus de passes et pourtant pas beaucoup plus de déchets. Donc ça aussi c'est intéressant quoi au final. Bah, c'est clair que, tu vois, je te rejoins sur vraiment tout ce que tu as dit. Moi, ce que je retiens surtout, c'est le côté flexibilité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup avec Vassell parce que on l'a vraiment changé de rôle cette saison. Il a pris le pli très vite. Il a changé de rôle en cours de saison. Il a pas de problème avec ça. C'est vrai que c'est un joueur, tu as l'impression que tu peux lui donner un peu n'importe quelle possession. Il va se débrouiller avec. Il peut aussi gérer, alors, pas encore parfaitement, c'est clair, mais les possessions en fin de match. Donc, en fait, il peut vraiment faire un peu tout ce que tu lui demandes. Il est efficace dans toutes les zones du jeu. On parlait de Murray plus tôt. C'est un mec qui excelle dans une zone du jeu, qui est peu efficace, et dans le reste, il est juste moyen. Vassell, c'est un mec qui... C'est un peu l'inverse, ouais, t'as raison. bah c'est ça, c'est vraiment, il est efficace partout, et surtout là où on veut qu'il soit efficace, au panier, à 3 points, sur des actions du coup qui aujourd'hui ont beaucoup de sens dans le basket moderne, notamment ce qu'il développe avec Victor. Et puis du coup, je trouve que le côté passing, pour le coup, effectivement, ça ouvre énormément de choses, parce que quand tu passes d'un joueur que tu as besoin de servir à un joueur qui peut te servir, qui peut servir de connecteur, dans une équipe dans laquelle tu as des passeurs comme du coup Victor, comme Jeremy Sohan, Trey Jones du coup qui mène la barque, et maintenant cette saison Chris Paul, quand tu as ce genre de joueur sur le terrain, tu es assuré que tu auras vraiment une très bonne connexion, que le ballon va bien circuler. Et de toute façon, tu le vois dans le jeu collectif des Spurs, c'est une des équipes, je trouve, dans laquelle le ballon circule le plus, peut-être le mieux aussi. Et ça, c'est aussi dû au fait que tu peux compter sur un joueur comme Devin Vassell, qui, quand tu lui passes la balle, ne va pas devenir un trou noir et faire disparaître le ballon. Donc non, clairement, c'est satisfaisant. Et pour te rejoindre sur le côté turnover, il y a Thinking Basketball, du coup, Ben Taylor, notre bien-aimé, qui a un métrique par rapport à ça, qui s'appelle le Creation Adjusted Turnover Rate. Donc en fonction de la charge d'un joueur, il ajuste son pourcentage. Et il était deuxième, du coup, pourcentile la saison dernière. Et il est passé 88e. Donc c'est-à-dire que sa charge a évolué. Ses turnovers n'ont pas trop évolué, mais du coup, c'est au point où il est passé de médiocre à très bon quand tu ajustes par rapport à ses charges. Donc, c'est vrai que là, cette saison pour Devin Vassell, elle est très très convaincante. Donc, quand tu fermes les yeux sur l'aspect progression, parce que c'est pas le but ici, quand tu regardes le joueur, c'est un vrai joueur complet, intéressant, efficace. Donc, c'est pour ça il mérite totalement sa place dans le top 100 et pas centième. C'est un joueur top 100 cette année, effectivement. Je suis assez d'accord que j'ai pas eu trop de doutes quand j'ai fait la pré-liste, en effet. Mais alors, pour dire, hein, tu dis il est passé du 2e centile au 88e.
pour rappel, hein, donc il est passé de mieux que 2% de toute la NBA, donc hein, c'est ce que tu dis, hein, deuxième centile, à mieux que 88%. Donc effectivement, c'est le jour et la nuit, quoi, littéralement, entre l'an dernier et cette année, quoi, effectivement. Après, bon, 2 points aussi sur lesquels je pense qu'il peut encore s'améliorer, et où bah, forcément, pour l'instant, il l'a pas, donc j'enlève un peu des points peut-être, c'est que l'aspect de création pure n'est pas totalement là encore, mais ça paraît normal. Mais tu vois, par exemple, il fait plus la création qu'il a, elle est un peu hybride. Et il fait 2 fois plus d'actions en dribble and off, donc des jeux de main à main, que d'isolation pure. Il fait 2,5 dribble and off par match. Il termine 2,5 possessions par match en dribble and off, seulement une en isolation à 1 contre 1. Et il est plus sur sa création, c'est aussi plus de pick and roll pour le coup. J'aime bien avoir un écran pour créer un peu le décalage plutôt que je suis capable d'attaquer depuis rien du tout, quoi, au final. Et puis de l'autre côté, on a parlé de l'amélioration au drive. Je pense qu'elle est aussi beaucoup liée à un certain toucher de balle, en fait. Parce que de l'autre côté, je pense qu'il pourrait encore gratter des points avec plus de lancers francs. Parce que actuellement, il est encore en dessous de la moyenne au niveau du taux de lancers francs. Donc c'est dire, quoi. Tu vois, il est déjà parmi les drivers de NBA les plus efficaces sur les tirs qu'il prend à la fin de ses drives. Et même en comptant l'efficacité, hein, pour les autres, les lancers francs. Pour les autres, on compte les lancers francs. Lui, il en a pas. Mais donc, il pourra encore gratter de ce côté-là. Mais voilà un peu pour son profil. La défense, un peu difficile de juger et de parler de ça dans cet environnement, mais je trouve que sur la fin de saison où les Spurs ont été un peu compétitifs, il n'a pas du tout fait tâche dans cette équipe, en fait. Hein. Non, c'est clair. Je trouve que surtout dans le cadre collectif, un peu ce qu'on reprochait à Murray juste avant, lui, il fait son travail pour du coup suivre son vis-à-vis. Ouais. Il switch bien aussi, il a le profil physique pour ça. Il joue poste 2, mais il fait 1m96, donc tu peux le switcher facilement sur des postes 3-4. Et il a bien compris, il a une bonne vitesse latérale. Et puis du coup, il s'inscrit bien dans le contexte collectif où aux Spurs, il y a eu pas mal de modèles défensifs différents, mais on était quand même sur beaucoup de switch sur la fin. Et du coup, lui, il gérait bien ça. Donc franchement, cette saison, je pense qu'il peut encore progresser, surtout en isolation, où il a quand même, je pense, ses outils physiques pour être un vraiment bon défenseur. Là, il est correct. Je pense qu'il peut faire quand même mieux. De toute façon, voilà, c'est un joueur. Là, on parle pas de son âge parce qu'on évalue le niveau intrinsèque, mais il a 24 ans. Au fur et à mesure, il va évidemment progresser sur beaucoup d'aspects par rapport à ça. Même, pareil, aux Spurs, il n'y a pas beaucoup de tirs ouverts. C'est moyenne en termes d'efficacité. Quand il aura des shoots ouverts, il faut s'attendre à les voir grimper. Donc, je pense que l'avenir pour Vassell est radieux. Mais là, ce qu'il a fait cette saison, c'est déjà très très convaincant. Sur la défense, ce que je disais plus tôt, c'est il est neutre. C'est pareil, être neutre dans ce contexte-là, où il y a eu beaucoup de changements de line-up. Il est amené à jouer avec des joueurs qui, parfois, du coup, défensivement, c'était pas ça. Au poste 2, tous les va-et-vient avec Malaki Branham, Cedi Osman, qui est pas un joueur du tout positif défensivement, c'est compliqué. Donc, en fait, le fait qu'il arrive à performer, c'est comme en attaque, en fait. Le fait qu'il arrive à performer aussi bien, de manière aussi, du coup, flexible en défense, je trouve que c'est très rassurant. Et perso, je suis satisfait aussi de ce côté-là. C'est ça. C'est pas du tout un malus en défense. Il fait pas perdre des points, donc c'est déjà ça. Et donc dans le classement, où est-ce qu'on le projette, où est-ce qu'on aurait envie de le mettre? Eh ben écoute, je vais quand même le mettre au-dessus du coup des joueurs qu'on a cités avant, donc McCollum, Bogdanovic, etc. Moi, j'aime bien c'est compliqué avec les profils encore une fois. La 21e position, tu vois, je vois Caldwell Pope. Et je trouve que c'est des joueurs, bon, ils ne sont pas dans un même rôle, etc. Mais je pense qu'on peut les mettre un peu sur la même longueur d'onde. Donc peut-être 21e devant KCP, c'est pas mal. Et quand même derrière McDaniels, c'est pareil, c'est pas tout le même profil, mais peut-être je pense qu'il a plus d'impact dans une équipe plus compétitive. Donc effectivement, on a McDaniels et KCP un peu les deux role-players 3&D d'Ultra Elite, on va dire, qui sont un peu là, devant tout le groupe de meneurs qu'on a déjà évoqué, un peu Mike Conley, Bogdanovic, McCollum, etc. J'avoue que j'étais un peu dans cette zone, mais peut-être un peu plus bas, moi. Je me posais la question, un peu, tu vois, le duel par rapport à Bogdanovic, par rapport à McCollum, par rapport à Mike Conley. Je ne savais pas trop où le situer par rapport à ces joueurs-là. Tu vois, certains sont un peu plus... je trouve Bogdanovic plus complet, sans doute, en attaque, de par le passing, etc. Mais de l'autre côté, on a aussi un McCollum qui est pas mal cette année en termes d'efficacité aussi, et qui a un certain bagage au passing que je trouve n'a pas encore Devin Vassell. Mike Conley, bon, une grosse saison de Mike Conley, en plus il y a un peu la défense que les autres n'ont pas forcément. Donc j'avoue que j'étais plutôt dans ce groupe-là, moi. Mais t'avais l'air de dire que pour toi c'est un peu automatique qu'il est au-dessus de cela.
Pour moi, il va être au-dessus de McCollum parce qu'il y a le côté déjà défense, tu vois, qui change quand même pas mal de la donne. J'aurais tendance quand même à dire que pour moi, il est vraiment au-dessus. Alors vraiment au-dessus, pas dans le sens où il y a une dimension entre les deux, mais dans le sens où j'aurais du mal à le mettre derrière. Je pense que Bogdanovic, par contre, c'est une comparaison plutôt fair. De toute façon, c'est un peu la même range, tu vois. J'ai dit KCP, McDaniels, que c'est 20-21. Conley, Bogdanovic, c'est 22-23. Ouais, on a 2 places paires. Ouais. Je pense Ouais. que derrière McConley, c'est OK parce que McConley, pareil, du coup, joueur qui joue un bon rôle dans une très bonne équipe et qui a le côté défensif, offensivement, c'est solide. Bogdanovic et Vassell, tu vois, j'aurais du mal à les départager parce que Bogdanovic est plus efficace et défensivement, il n'est pas négatif non plus, mais dans un rôle quand même plus restreint. Donc, je pense que ça se tape entre les deux. Pour moi, je le mettrais peut-être 20, du coup 23e ou 24e. Les deux me dérangent pas. Après, je t'avoue que la fourchette haute pour Vassell que j'avais pouvait aller gratter jusqu'à au-dessus de tout ce qui était KCP et McDaniels. Parce qu'en effet, selon comment est-ce que chacun pondère, notamment l'aspect de, bah voilà, McDaniels et KCP, c'est pas de la création offensive. Donc, si on préfère pondérer, donner une forte valeur à la création offensive, je peux entendre qu'on puisse le mettre devant ce genre de 3&D, même si c'est des 3&D d'élite. Après, c'est pas qu'il a moins de talent pur, hein. Je pense qu'il a plus de talent pur que KCP McDaniels. C'est par rapport à l'impact aussi, déjà. Et tu vois, KCP, c'est par rapport au fait que le mec a 0 compromis, il est efficace sur son rôle, qui est sobre, mais hyper efficace, défense d'élite, etc. Mais je peux comprendre, et je te dis, je peux avoir une fourchette haute assez haute qui rétitille un peu la fin d'un autre groupe de créateurs qui était Franz Wagner, Scotty Barnes et autres. Mais ok, bon, on peut le mettre. Je pense qu'on peut le mettre, ouais. Mike Conley en dessous de Mike Conley et Bogdanovic alors? C'est ce que j'allais dire, ouais. Entre Ouais, les deux, entre ok. Conley et Bogdanovic, c'est là où je le mettrais perso. En plus, ça permettra que les autres disent pas forcément qu'on le baisse après. Donc ça va. C'est vrai que du coup, c'est encore une fois, c'est toute la difficulté de ce classement, mais je vais le dire à chaque fois qu'on classe un mec, c'est comparer du coup KCP qui est parfait dans son rôle, mais son rôle, c'est Oui. beaucoup, beaucoup plus restreint et c'est vraiment un role player. Et un mec comme Vassell qui est dans le contexte un peu opposé, voilà, c'est toujours la galère. Donc c'est pour ça, pareil, ma fourchette, j'ai envie de dire, je le mettrais quand même en dessous de McDaniels au niveau de KCP au max. Et pour moi, le plus bas, c'est autour de McCollum. Donc Ouais, entre ouais. McConley et Bogdanovic, pour moi, c'est le compromis parfait. Je suis d'accord. Bon, mettons-le là. Alors, mettons-le là si tu es d'accord. Faisons ça. Et donc, petit quiz pour terminer. Je pense que tu te souviens de ce match. Tu étais sans doute dans l'arène pour ce match-là. Nous sommes le 1er mars 2024. Ou alors c'est peut-être la date de la vidéo, donc c'est peut-être un jour plus tard. Mais en tout cas, c'est un dunk en transition clutch, ou en tout cas pour sceller le match plutôt. Pas tant clutch que ça, mais contre OKC. Est-ce que ça te parle, ce fameux match du bloc de Wembanyama sur Chet Holmgren, l'isolation, etc. Le money time avec les 3 points. Bref, le dunk en transition pour sceller le match. Le dernier clou dans le cercueil d'OKC. Qui est sur le terrain au moment de ce dunk en transition? Faut que je m'en souvienne parce que le pire, c'est que moi, le bloc m'a pas tant marqué. C'est plus tout ce qu'il y a autour et du coup, notamment ces actions-là. Alors, je vais commencer par les Spurs parce que pour moi, c'est plus facile. Ouais. Je pense que je me risque pas trop si je dis qu'il y avait Victor Wembanyama. Ouais. Du coup, Devin Vassell, évidemment, qui était sur le terrain. Je pense que vu son temps de jeu et le profil, Keldon Johnson était là. Tout à fait. Donc, on a 3 mecs. Trey Jones finissait pas mal les matchs. Oui, exactement. C'est lui qui fait la passe et la remontée de balle, ouais. Et il me manque quelqu'un, et j'ai une petite hésitation, mais je vais quand même tenter Jeremy Sohan, qui était pas mal aussi là en fin de match, malgré les lacunes au tir. C'est Jeremy Sohan qui est là, en effet. Ça aurait été la honte que je me trompe de ce côté-là. En face, du coup, Chet, normalement. Oui. Jalen Williams. Oui. SGA, évidemment. Ouais. Je pense que sur une fin de match comme ça, Lou Dort devait être sur le terrain. Exactement. Et sur le dernier, c'est plus compliqué. C'est là où c'est galère quand même. Il fait partie des Dalton. Merde. Le plus petit des Dalton. Parce que je me souviens que Isaiah Joe jouait pas mal à ce moment-là. Donc je vais dire Isaiah Joe. Exactement, c'est Isaiah Joe Dalton qui était sur le terrain. Oui, parce qu'on est déjà en mars, ou en tout cas février-mars, et donc le côté Josh Giddey, tu vas sur le banc et puis on commence à tester Isaiah Joe sur des fins de match, c'était déjà arrivé, en effet. Oui, il jouait 15 minutes à ce moment-là, Giddey, et c'était vraiment... Ouais.
Donc avançons, troisième joueur du jour, on peut aller sur Wendell Carter Jr. Si tu veux bien, on peut attaquer son cas. 26 minutes par match cette saison, on va en parler. 26 minutes à peine, 55 matchs, 107 de true shooting plus, donc plus 7% d'efficacité relatif à la moyenne, ce qui est très bien sur, mine de rien, un volume assez modeste. Donc voilà, on a une efficacité, mais petit minutage et petit rôle, évidemment. Pour te lancer, on est tout de même sur une saison très compliquée entre blessures et concurrence, comparé surtout à l'an dernier, où il avait quand même pris pas mal d'importance. Bah, c'est ça, là, avec le retour du coup de Jonathan Isaac, avec il y a pas mal de joueurs qui ont pris plus de temps de jeu. Je pense à Jalen Suggs par exemple. En fait, c'est vrai que l'année dernière, c'est une satisfaction dans un projet vraiment de reconstruction. Là, l'équipe, elle a passé un cap, elle a récupéré des joueurs, il y a pas mal de gens qui ont progressé. Alors évidemment, le rôle est restreint après. Quand on regarde en fait les stats par rapport à son volume, du coup, en fait, il reste globalement aussi efficace. D'ailleurs, le truc de fou, c'est qu'à chaque fois que je vais sur Basketball Référence et que je vais voir Wendell Carter Jr., 52,5% au tir, 3 saisons consécutives. 52,5% pile. Et c'est ça qui me rend fou. Mais j'adore les petits alignements comme ça. Ah, tu sais, tu connais ou pas celui des Mavs, je crois que c'est 2016 ou 2017, où ils avaient 3 meneurs qui étaient nés le même jour, les 3. Ah oui, je me souviens. J'adore ce genre de truc. Et pareil, même Deron Williams, Barea et je sais plus qui le troisième. Oh, je sais plus, mais c'était... Ouais, je revois vraiment cette fiche précise Basketball Référence parce que j'adore Raymond les Felton alignements aussi, comme ouais. ça. Ah oui, en plus, mon chouchou. Mais non, c'est vrai que la saison a été quand même un peu plus galère. D'ailleurs, on voit en play-off que le rôle est fluctuant. Il a starté certains matchs, ensuite il a été mis sur le banc, il y a eu pas mal d'adaptations, c'est normal. Mais pareil, du coup, il a du mal à s'exprimer. C'est un peu compliqué parce que finalement, quand tu regardes la saison régulière, ça reste un joueur qui est vraiment intéressant, vraiment efficace. C'est un joueur qui a un profil toujours aussi, j'ai pas envie de dire unique parce qu'au final, maintenant, il y a beaucoup de joueurs comme ça, mais très très moderne et très intéressant. Quand tu regardes les playoffs, par contre, tu vois qu'il lui manque encore vraiment quelque chose pour performer. Et c'est vrai que le rôle est assez restreint. Il joue 25 minutes dans un rôle vraiment de complément. C'est peut-être la 4e option du Magic. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui est compliqué à évaluer parce que c'est un peu, alors, je vais dire comme KCP. On parle pas du tout de la même range de joueurs, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un mec qui est dans un rôle restreint et qui excelle par rapport aux attentes qui sont placées en lui. En tout cas, je trouve. Donc, j'ai quand même une bonne appréciation de sa saison. Et même s'il n'y a pas de progression fulgurante et qu'il y a eu un truc compliqué, je trouve qu'il se maintient. Et du coup, il se maintient à un niveau qui est très correct et qui est tout à fait dans le top 100. Wendell Carter Jr. l'an passé était 51e de notre top 100. Donc je pense que je l'avais très haut, moi, comparé, je pense, à la moyenne. Notamment parce que je pondère beaucoup tout ce qui est protection de panier, défense intérieure. Et donc évidemment, je pense qu'il faut un peu commencer par ça, cet aspect de la valeur là, enfin la valeur qu'il a et qu'il avait. Après, c'est vrai que pour le coup, pour tout avouer, c'est un peu un raté de ma part. C'est aussi pour ça que je fais un top 100, pas de mon côté, mais un peu participatif. Non, mais voilà, le critère un peu de minutage que j'ai expliqué en début de podcast, on le retrouve ici, pour le coup, avec cet aspect de, d'habitude, je prends que des mecs qui sont minimum à 28-29 minutes par match en moyenne, pour donc des gros temps de jeu titulaires. Lui, j'ai pas pensé à vérifier. Je pensais qu'il était encore sur ses standards de l'an passé. J'ai pas fait le double check, pour le coup. Et donc, en effet, saison compliquée. Et en plus, tu vois, on pourrait dire, il fait 26 minutes par match en moyenne, mais parce qu'il a connu des blessures et tout, donc parfois il a rejoué, mais assez peu, mais en fait finalement sur les bons passages, il était... Non, en fait non, tu peux découper la saison autant que tu veux, le avant blessure, le après blessure, que la fin de saison, en fait il est jamais plus au-delà des 26 minutes par match, donc c'est pas, tu vois, il n'y a pas une blessure qui a un peu fait baisser le tout, et puis on a le même joueur que d'habitude, donc on n'a pas ça, on n'a pas trop de gros minutages, même en playoff, tu l'as dit aussi, en playoff on est pareil sur ce même minutage, donc lui pour le coup c'est là-dessus où je pense que j'aurais vu son minutage, je l'aurais peut-être pas mis dans le top 100 cette année, parce qu'on a cette importance en termes de minutes qui forcément fait que l'impact par match est quand même moins grand mécaniquement, et je pense qu'à minutage équivalent, il y a d'autres joueurs que j'aime un peu plus, notamment Ivica Zubac que j'ai pas mis cette année pour le minutage, mais clairement qui fait une meilleure saison sur ce minutage un peu plus restreint, on va dire. Et là où le bas blesse, c'est que là je parle beaucoup de minutes, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'on l'a aussi vu dans le jeu, on a vu qu'il était plus aussi irremplaçable que ça. Et tu as commencé un peu à le dire, il y a le retour de Isaac qui a apporté, alors notamment en playoff, cet aspect de, on va le faire jouer poste 5 défensif, mais un poste 5 qui du coup est très très mobile, polyvalent, etc. quoi. Donc Isaac et surtout Goga Bitadze.
Tu sais, il s'est blessé assez tôt dans la saison. On s'est dit, aïe, 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 Wendell Carter Jr., un pivot titulaire de bon calibre, hein, côté Orlando, qui se blesse, qu'est-ce qui va se passer? Bah finalement, Goga Bitadze, il vient et il fait des trucs similaires, quoi, pour le coup. Et bon, en même temps, je suis aussi plus haut que la moyenne sur Goga Bitadze, donc je pense que c'est pas que le système, hein. Je pense que Goga est très bon, et on va le voir l'an prochain. Mais ce que je veux dire, c'est que il s'est fait un peu gratter des minutes et de l'importance partout, quoi. Autant l'an dernier, ou depuis 2 ans, 22 et 23, 2022-2023, c'était un peu lui qui était la clé de voûte d'un système collectif, mais c'était un peu la clé de voûte de par la défense intérieure très polyvalente. Autant cette année, on a vu que, bah non, même, pas que le petit minutage, il y a aussi le fait qu'il est assez facilement remplaçable de par certains éléments. Et bah, ce qu'il a pas par rapport à Isaac, c'est quand même un défenseur moins transcendant que Isaac. Alors, polyvalent également, mais c'est pas un génial protecteur de panier, genre 10 sur 10 ou 9 sur 10 ou ce genre de choses. Donc ça, il l'a pas trop. Il peut faire un peu des switches, mais pas au niveau non plus de Jonathan Isaac ou voilà. Par contre, l'avantage qu'il a peut-être par rapport à Bitadze, et pour ça qu'il a regagné sa place par rapport à Bitadze, qui était très bon défensivement, c'est le 3 points. Et c'est l'avantage de son profil, je peux te lancer, mais c'est cet aspect de défense intérieure, mais aussi spacing. Bah, clairement, en fait, c'est pour ça que je voulais pas dire unique d'ailleurs, c'est parce que plus on avance, plus on voit des gens dans ce profil, et tu l'as dit, c'est un peu remplaçable. Alors, c'est vrai que les autres profils du Magic, du coup, remplissent pas la même mission, mais tu peux quand même jouer avec l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que parmi le lot d'intérieur, 37,4% à 3 points sur 3 tirs par match, c'est, je trouve, ce qu'on attend aujourd'hui d'un pivot moderne qui n'est pas une star, mais un titulaire solide. Et c'est pour ça, en fait, il a 25 minutes par match. Il n'a pas un rôle très important. Il n'est pas du tout... En fait, il est transcendant nulle part dans le jeu. Même à 3 points, tu vois, c'est très bien, mais c'est pas non plus ce qui va me faire me dire « Waouh, ce joueur, il est incroyable ». Mais il est bon partout, en fait. C'est ça le truc. Enfin, partout, tous les domaines qu'on a cités. Et du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à quand même bien aimer ce genre de profil où il reste solide défensivement. Offensivement, il apporte du spacing. Il apporte pas grand-chose de plus au final, hein, quand tu regardes le tableau global. Mais c'est exactement ce que tu veux dans la NBA moderne. Donc c'est pour ça. Et pour moi, le fait qu'il soit remplaçable, c'est pas forcément un critère où je vais me dire il faut que je descende. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est normal que quand tu as un joueur qui a un potentiel depoy comme Jonathan Isaac, tu puisses le remplacer. Et pareil, Goga, j'étais très haut déjà au moment de la draft. J'ai dit que j'étais pas fan des Spurs, mais je voulais aux Spurs, paradoxal. Et du coup, bah, fatalement, oui, ces mecs-là, je veux bien qu'ils passent par-dessus de temps en temps. Et après, voilà, c'est tout le paradoxe, c'est que du coup, on a un mec qui est rôle restreint, efficace dedans. Et même si tu bouges son rôle, au final, l'efficacité ne change pas trop, ni défensive ni offensive. D'ailleurs, quand tu regardes les chiffres d'efficacité, c'est ouf. Au-delà du pourcentage qui reste exactement le même, il est passé de 123,5 points marqués pour 100 tirs tentés à 123,6. Enfin, il y a une progression de 0,1 qui est insignifiante, parce que souvent, tu vois, depuis le début, je dis 1,23 tirs points par tir tenté. Donc en fait, on ne verra pas la différence. Donc en fait, c'est bizarre. C'est très très bizarre d'avoir un joueur comme ça qui change de rôle mais qui ne change pas de tout d'efficacité. Donc c'est pour ça que je suis toujours aussi convaincu en fait. Juste c'est vrai qu'on l'a moins vu. Mais du coup, c'est compliqué d'évaluer. Hein. On revient toujours à ça. C'est très compliqué d'évaluer un mec qui joue 25 bonnes minutes de basket. Mais je suis de la team qui aurait tendance à préférer 25 bonnes minutes de basket que 30 minutes de... Enfin, ce que tu disais au tout début, c'était je préfère 25 minutes de 8 sur 10 que 30 minutes de 6 sur 10. Je suis d'accord, mais est-ce qu'il n'y aurait pas cette année des 25-26 minutes encore meilleur que Carter Jr., tu vois? Le piège, c'est d'évaluer un peu par rapport à ce qu'on connaît d'avant, quoi, de 2023 notamment. Et je suis tenté de faire ça, mais j'ai pas envie du coup de passer à côté du fait que si on évalue, et c'est un peu le but, d'évaluer la saison 2024 et la performance 2024, je suis pas sûr qu'elle mérite. Et tu vois, on en parlait un peu au début, mais si je te fais le duel avec Zubac, qui lui aussi sort un peu de la pré-liste et du top 100 comparé à l'an dernier où il y était, mais par le petit minutage, bah, je pense que je préfère les 26 minutes de Zubac, dans le contexte des Clippers notamment, mais même en général, par rapport à la saison extrêmement irrégulière de Carter. Quoi. Parce qu'on peut dire aussi, oui, il y a le spacing en plus, et je pense qu'en effet, il gagne un peu sa place, parce que Orlando a un spacing tellement catastrophique que il gagne un peu là-dessus, quoi. Mais tu vois, c'est efficacité relative, enfin, efficacité autour de la moyenne à 3 points, donc c'est pas non plus un surplus énorme, sur d'ailleurs un volume qui est pas si grand que ça. Donc tu vois, même là-dessus, si on devait inclure un mec à 26 minutes de jeu,
Est-ce que ce serait pas un Malik Monk qui est un créateur offensif à Sacramento? Est-ce que ce serait pas un Zubac qui est élite en protection de panier, pardon, là où en fait Carter Junior c'est un moyen bon, allez, un bon on va dire, mais pas transcendant, pas plus que ça. Est-ce que, tu vois, il y a plein de profils comme ça. Est-ce qu'un Norman Powell aussi, qu'on a un peu délaissé, que j'ai un peu délaissé pour le minutage, mais à minutage équivalent, est-ce que ça peut pas se batailler aussi? Voilà, il y a plein de mecs comme ça. Et je sais pas trop parce que j'ai pas envie de faire l'erreur de le classer comme si on était encore comme l'an dernier, en fait. Je trouve que ce serait pas refléter la saison qu'on a vécue non plus, quoi. De toute façon, si tu regardes le top 30 qu'on a actuellement, enfin maintenant 32 vu que j'ai rajouté 2 joueurs, il est en dessous, déjà, c'est clair. Je pense donc, aussi, ouais. Donc c'est vrai que après, il peut peut-être prétendre à Enfin, ce qu'on disait avec Zubac au début, c'était que si on l'inclut dans la conversation, il y avait un côté où on ne sait pas où il est entre 95 et 105, quelque chose comme ça. Moi, c'est vrai que Zubac et Carter, du coup, je ne sais pas trop lequel je préférerais, dans la mesure où je préfère quand même le profil de Carter. Mais c'est vrai que Zubac, en fait, est plus efficace globalement dans ce qu'il fait. Ouais. Mais personnellement, avoir un joueur qui peut shooter à 3 points sur le terrain, je trouve ça vraiment important. Donc c'est vrai que Carter, j'ai tendance à valoriser peut-être davantage le profil. Et du coup, je match un petit peu avec l'efficacité de Zubac. Donc je t'avoue, je ne sais pas exactement où le situer. Après, par exemple, Malik Monk, je l'aurais mis devant Carter. Mais pour moi, je ne suis pas choqué si Wendell Carter a une place en fin de top 100, dans la mesure où j'aime bien le profil, c'est honnête. Mais c'est un peu le genre de joueur où en fait... Et c'est ça qui est marrant dans le basket là-bas, c'est que là, on en parle depuis un bon moment, mais en vrai, personne devrait vraiment parler de ce genre de profil, dans le sens où c'est pas captivant, c'est juste un mec qui fait bien son taf, et il peut gratter le top 100, parce que y a des mecs comme ça, tu vois, qui vont arriver au bout, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que le mot transcendant qu'on a beaucoup utilisé depuis le début, c'est vraiment l'inverse de Wendell Carter Jr. Il est l'inverse de ça, il est vraiment... C'est un peu ça, ouais. Il est solide, il est bon, il fait son travail, mais il fait pas plus. Après, ce niveau juste bon et pas génial, mais sur une vraie bonne saison, hyper complète, pas blessé et surtout pas avec un gros minutage, c'est un peu lui la clé de voûte, etc. Et on voit pas que avec ou sans lui, finalement, c'est pareil, voire même c'est mieux sans lui. Voilà, une vraie grosse saison sur ce juste, je suis un 7 sur 10 plutôt qu'un 10 sur 10, ça me dérange pas. C'est juste que ça a quand même été un peu court cette année, mais bon, je te rejoins, t'as déjà un peu commencé à le dire, on le met en fin de classement, alors on le met autour de Tyus Jones qui serait dernier, si tu avais l'air de dire ça. Moi, je peux le mettre derrière Tyus Jones dans la mesure où c'est vrai que pour le coup, Tyus, il avait un rôle quand même vraiment proéminent dans son équipe et il a quand même bien joué. Moi, j'aime bien Tyus Jones quand même. Et du coup, c'est vrai que quand tu compares le rôle, vu que c'est là-dessus qu'on pénalise un peu Wendell Carter, Jones, il est un peu vital pour les Wizards. Carter, il est remplaçable. Donc, je le mettrai quand même derrière. Et je pense que quand tu regarderas le top à la fin, il sera entre 90 et 100, sans doute, Wendell Carter. Après, tu vois, comme dit, moi, la vraie version une vraie saison de Carter Junior, l'an dernier, il était top 50, ou aux portes du top 50. Et je pense que cette année encore, si une vraie saison de Carter Junior, la version 2023, je la mets pas loin actuellement dans notre classement de Jarrett Allen, qui est 16e sur 30 pour l'instant, Aaron Gordon, qui est 17, tu vois, c'est... Pour moi, la vraie version de Carter Junior, elle va taper là. C'est juste qu'on n'a pas eu la vraie version cette année. Donc c'est ça. Okay, puis ce que je disais un peu plus tôt d'ailleurs, c'est pour compléter là-dessus. Vas-y. C'est que en fait, les chiffres n'ont pas vraiment bougé alors qu'il a un rôle plus restreint. Mais fatalement, du coup, et encore je dis ça, mais il y a eu une petite baisse quand même au cercle, malgré une petite amélioration à 3 points pour compenser. Mais c'est vrai que du coup, avoir les mêmes chiffres d'efficacité avec moins de minutes, fatalement, là où le débat c'était plutôt est-ce qu'on préfère un 8 sur 10 sur 30 minutes ou un 7 sur 10 sur 25 minutes, là c'est est-ce qu'on préfère un 7 sur 10 sur 30 minutes ou un 7 sur 10 sur 25 minutes. Ouais, fatalement, s'il était 50e l'année dernière avec 5 minutes de plus, là vu qu'il remplit exactement la même fonction, avec exactement la même efficacité, il va être plus bas parce qu'il a perdu ces 5 minutes-là. Donc je pense que c'est pas unfair en fait de le baisser par rapport à ça, parce que encore s'il avait augmenté son efficacité, ça aurait peut-être été compliqué à juger. Et là, vu que ça n'a pas bougé, voilà, c'est normal qu'il en souffre. Et donc, petit quiz pour terminer avec, mine de rien, une très belle action de cette année. Donc, qui est sur le terrain au moment de cette action? Nous sommes le 15 janvier 2024. Et c'est un contre sur une tentative de dunk de OG Anunoby. Donc, un plutôt bonne action qu'on vous invite à aller revoir si ça vous dit. Benjamin, qui est sur le terrain au moment de ce contre d'une tentative de dunk agressive de Anunoby? Attends, c'est quoi la date déjà exactement? C'est le 15 janvier et la date, tu as raison, la date est clé. Ouais, effectivement, parce que bon, déjà, tu vois, Anunoby,
sur le terrain. C'est pour ça que je me dis, tu vois, il y a eu un avant-après dans la saison des Knicks. Alors, bon, côté Magic, déjà, je vais tenter comme d'hab les mecs qui sont toujours là. Paolo Banchero, du coup. Pas sur le terrain, non. Il est pas sur le terrain, d'accord. Parce que j'ai des doutes sur Wagner. Je sais non plus. plus. Ok. Merde, du coup, ça devient plus compliqué. Là, il revient de blessure, il joue avec les remplaçants, donc c'est vraiment la seconde unité, quoi. Ok, ça m'étonne pas. Je vais tenter, du coup, Jalen Suggs. Non plus. Ah, ok, donc vraiment, c'est que les remplaçants. Fultz, du coup, qui était pas mal en sentiment. Exactement, Markel Fultz, ouais, tout à fait. Cole Anthony, peut-être. Exactement, Cole Anthony. C'est galère. Alors, j'ai pas en tête le volume, mais du coup, c'est possible que Joe Ingles soit là. Tout à fait, oui, tout à fait. Et le remplaçant des remplaçants, la Rolls-Royce des remplaçants du Magic, alors Bah, du coup, je vais tenter. C'est compliqué de dire la Rolls-Royce des remplaçants, je sais pas exactement de qui on parle. Le Deepoy sur 10 minutes par match. Qui ok, est-ce voilà, ce que j'ai tenté, c'est Jonathan Isaac, tu vois, parce que ça, effectivement, ouais. c'est le mec que tu voudrais avoir pendant 40 minutes par match s'il pouvait le faire. Ah oui, ce serait un monstre. Mais bon. Et côté Knicks alors, puisque tu as deviné, on est le 15 janvier, on est chez les Knicks. Mais alors qui est là côté Knicks parce que le timing est intéressant. Alors du coup, bon, OG normal, juste Randall, ça n'a pas trop bougé, il devait être là. Pas sur le terrain en tout cas, mais dans l'effectif, oui. Il passe sur le terrain, ok, à la fin du truc. C'est vrai que c'est galère. Bon, attends. Peut-être Josh Hart. Exactement. Ok, bon, voilà, ça c'est toujours ça de prix. Mais c'est pareil, il y a les trades de Fournier, du coup. Oui. Ok, donc Quentin Grimes, c'est sur le terrain. Exactement. Grimes, c'est sur le terrain parce qu'on est entre les deux trades. En effet, tu as deviné. C'est pour ça que la date était assez précieuse là-dedans. Dans les remplaçants d'Enix, parce que j'ai envie de continuer avec les remplaçants, du coup, il y avait peut-être Achua qui était sur le terrain. Tout à fait, qui est venu dans le trade avec Anunoby. Et puis le dernier, c'est un mec qui a mis 50 points à NBA. Rends-toi compte, le talent. Mais tu sais que ça me choque même pas parce que je me souviens que l'été précédent, j'avais, tu sais, quand t'as plus de sujet, tu fais des trucs sur la Drew League et tout. Il avait mis 70 points en Drew League et je m'étais dit, Malachi Flynn, du coup, il pourrait beaucoup marquer en NBA un jour. Exactement, c'était Malachi Flynn, donc c'était encore l'époque où il venait d'arriver du trade, on l'a un peu testé, mais il va se faire manger ses minutes ensuite par Miles McBride, au point d'être échangé d'ailleurs, à Détroit. Et donc on peut avancer, on passe notre 4e joueur du jour. On peut aller sur James Harden si tu veux bien. Donc James Harden, je te fais le topo vite fait. 34 minutes de jeu par match en moyenne. 72 matchs cette saison. 106 de true shooting plus, donc plus 6% relatif à la moyenne. Donc c'est une belle efficacité pour le coup. Sur un usage de 21%, donc un usage beaucoup plus bas que d'habitude. On va en parler aussi, mais pour te lancer, on est sans doute sur une saison qui marque un peu le déclin ou qui acte un peu plus un certain déclin d'une certaine partie de son jeu avec un nouveau rôle cette année. Bah, c'est un petit peu la transition qui est faite, je pense, depuis les Nets. Et là, c'est vrai qu'il passe vraiment dans un... J'ai pas envie de dire un nouveau rôle parce que c'est quand même... ça ressemble quand même à une partie de ce qu'il faisait avant. Mais c'est vrai que maintenant, James Harden, c'est vraiment un meneur plus gestionnaire, finalement. En tout cas, je trouve qu'il a été beaucoup plus dans la passe qu'avant. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens l'ont critiqué sur le fait que quand il arrive aux Clippers, il dit « je suis le système ». Mais je trouve qu'il a assumé. Dans le jeu des Clippers, il était vraiment omniprésent dans l'organisation. En playoff, quand Kawhi s'était blessé, il a pas mal assuré. Alors même s'il est en baisse, tu vois, par rapport aux années précédentes, il est quand même vraiment très impliqué dans le jeu. Voilà, tu vois, 25% d'usage, ça reste relativement haut. Surtout quand tu joues avec Kawhi Leonard et Paul George, et dans une équipe des Clippers qui est très complète. Alors juste pour dire, tu as dit 25%, j'ai dit 21% tout à l'heure, parce que pourquoi ? Tu prends celui de Cleaning the Glass qui prend en compte le passing, donc on le précise, alors que moi j'ai pris celui de Basketball Référence qui prend pas en compte le passing et que le scoring, mais justement, en effet, c'est pour des cas comme ça que la différence est marquante et intéressante, et que en effet, pour dire ce que tu dis, hein, il y a encore cette donnée de passing, mais c'est peut-être le volume de scoring qui a baissé plus qu'avant, on va dire. Bah c'est ça, hein, tu fais bien de préciser, hein, tu vois, parce que je l'aurais pas fait spontanément.
Mais enfin, ça reste une baisse, tu vois. Quand je regarde du coup le usage de Clean the Glass aux Sixers, où il était vraiment, j'ai dit omniprésent aux Clippers, il fallait voir aux Sixers ce que c'était. Il était à 30,9% de usage, donc c'est quand même une baisse significative. Et je pense qu'on voit que James Harden perd son côté scoreur. Et de toute façon, c'est ce qu'on dit depuis la blessure qu'il a eue aux ischio aux Nets. C'est le fait qu'il aille moins au panier. Tu vois, là, cette saison, il a 19% de tirs au panier sur son volume total. C'est la plus faible moyenne de sa carrière. Et c'est dans le tiers bas de l'NBA. Pour moi, c'est ça le déclin de James Harden. C'est qu'évidemment, il vieillit. Il change. Il a 35 ans. Donc, on perd le côté James Harden de Houston qui va être super scoreur, présent dans toutes les zones du terrain, très impactant, tant sur ses drives qu'à 3 points où il va beaucoup créer pour lui-même. Il se range un peu. Il devient un vrai gestionnaire. Et là, par contre, je trouve que dans ce rôle-là, il excelle toujours. Il fait partie du top de la ligue. Ouais. Disons qu'il n'a pas appris à passer. Ça, il l'a toujours fait. Mais comme tu dis, c'est l'équilibre qui est un peu différent. D'ailleurs, stat qui montre concrètement cet équilibre, c'est le fameux ratio de playmaking. Donc, assist percentage divisé par usage percentage. En français, le nombre de passes que tu fais par rapport à ton nombre de ballons. C'est juste ça. Et donc, en effet, il a un ratio qui est à 1,34. C'est un de ses plus hauts scores en carrière et c'est des scores qui sont des scores de meneur pass first, en fait. C'est-à-dire qu'il a un ratio qui penche vers le passing beaucoup plus que vers le scoring. Là où avant, il avait des scores qui étaient très équilibrés, autour de 1 de ratio, grosso modo. Et là, on penche un peu plus, de plus en plus vers le côté meneur pass first. Mais en effet, en fait, le déclin, comme tu dis, il vient sur le scoring et sur le volume de scoring. Parce que c'est totalement là où ça baisse de plus en plus. Mais le passing, le côté je suis le système et les pick and roll, bon, il n'y a pas autant qu'avant, mais ça reste. Même la manière de jouer reste, on va en parler aussi. Mais c'est vrai que c'est le volume en fait qui décline, je pense. Et il n'y a pas qu'un côté. Je joue avec Paul George et je joue avec Kawhi. Je pense pas. Je pense qu'il y a aussi un côté de son jeu à lui et dans son propre prisme individuel, je veux dire, pardon, où on a un vrai déclin parce que l'âge et parce que voilà, plein de choses. Mais voilà. Autre stat intéressante, le nombre de tirs tentés par 100 possessions. Donc non pas par minute passée sur le terrain, mais par 100 possessions. Comme ça, c'est un peu intéressant à comparer. C'est son plus bas score depuis 2011. Depuis 2011, même pas sa dernière année à OKC, c'est l'avant-dernière. Et donc une année notamment où il a fait de très bons playoffs, mais en saison régulière, il était 4e, 5e roue du carrosse, quoi. Grosso modo, on n'est pas même pas du tout sur 2012, quoi. Donc pour dire à quel point il shoot aussi peu, c'est qu'il shoot autant par 100 possessions que 2011. Donc voilà, qui était sa je calcule, deuxième année en carrière, ouais, c'est ça, deuxième année en carrière à peine. Donc c'est pour dire à quel point le volume de scoring a baissé. Et bon, l'efficacité aussi un peu, même si, comme dit, plus 6% d'efficacité sur un tel volume et un tel régime de tir, en fait, c'est encore très bien, pour le coup. Plus 6%, tu vois, un Tatum est encore à plus 4% ou des trucs comme ça. Alors, un volume plus gros, mais voilà, c'est juste qu'on n'a plus le Harden d'avant qui allait flirter avec les plus 10, plus 12, plus 15% d'efficacité relatif à la moyenne, qui étaient des scores d'élite, qui sont juste surpassés par des Curry, Jokic, Durant, LeBron, etc. Mais c'était des scores d'élite, des scores au niveau de ce que faisait Prime Tim Duncan, Olajuwon, Michael Jordan aussi faisait des scores comme ça. Donc voilà, c'est juste qu'on a décliné aussi en efficacité, mais on partait de tellement haut que ça reste encore largement rentable. Mais le truc qui est marrant, c'est que en fait, le volume et la quantité descend, mais la manière non. Je sais pas si t'as remarqué en match, mais on n'a pas un joueur qui allez, je joue plus sans ballon, je m'intègre plus, je fais des cuts. Non, c'est juste que il fait exactement comme avant, mais il le fait moins en fait. C'est ça. Mais après, il y a des choses qui ont changé, comme tu vois, j'ai mentionné sa fréquence au panier. Pareil, du coup, les drives, ça a descendu. Ouais. C'est vrai qu'on passe juste, c'est marrant en fait, de James Harden de Houston qui était, tu vois, le 100e centile du coup sur les catch and shoot pour 100 possessions, où maintenant il va être quelque chose de l'ordre de 80e centile. Parce qu'il reste du coup vraiment dans le haut de la ligue, mais il est parti de tellement haut que fatalement, on peut que noter le déclin. C'est vrai que je pense qu'il y a vraiment une transformation chez Harden dans ses capacités. Certes, il garde ce rôle omniprésent, toujours le ballon en main. Voilà, le chiffre, c'est 39,6% de temps de possession. Quand il est sur le terrain, il y a 40% du temps où il a la possession. C'est 96e centile, c'est mieux que 96% des joueurs de la ligue. Donc c'est vraiment... c'est comme d'habitude. Ouais. Il est le système parce que il sait ce qu'il sait faire et il continue un peu différemment. Mais en fait, c'est pareil, tu vois, Ben Taylor, il a une stat qui s'appelle le load. C'est le nombre de possessions dans lequel un joueur est directement impliqué sur 100 possessions. La charge, on peut dire en français, du coup.
C'est ça, voilà, c'est la charge qu'il a. Il était impliqué dans, du coup, 51 possessions l'année dernière sur 100, ce qui est dans le top 3% de l'NBA. Et là, il arrive à 41, ce qui est dans le top 15% de l'NBA. C'est vrai que du coup, il y a un déclin, entre guillemets, mais on a le temps de voir venir. Ouais. Et je trouve que le rôle dans lequel il est encore extrêmement convaincant. Il arrive vraiment à s'en sortir très bien. C'est juste qu'il est passé de... Peut-être si on avait fait du coup le top 100 à la période Houston, James Harden, il aurait été dans le ballottage pour le top 1. Maintenant, il va plus être dans le ballottage pour peut-être le top 10. Mais voilà, il reste dans l'élite de l'NBA, je pense. Et dans ce rôle de scoreur-passeur, il reste vraiment parmi les meilleurs. C'est dur de faire mieux qu'Harden. Ah bah, c'est clair que la période année 2010 où il enchaîne, c'est quoi? C'est 4 MVP en 5 ans, un truc comme ça? Bon alors, c'est officieux, hein, c'est dans ma tête. Comme hein, Nikola Jokic. Voilà, exactement, c'est le déni. Non, mais effectivement, en année 2010, il serait pas sorti souvent du top 5, hein, je pense pas. Mais non, l'aspect intéressant tout de même, c'est que bah, tu vois, le système des Clippers en attaque, c'est des schémas très simples, le match-up, l'isolation, on attaque en 1 contre 1 dès qu'on arrive à créer ce mismatch. Et mine de rien, c'est ça depuis longtemps avec Tyronn Lue, mais ça manquait un peu de lien, ça manquait un peu de passing, et on a essayé un peu d'ajouter des connecteurs, des mecs un peu des fluidificateurs de jeu, etc. Avec, tu sais, Luke Kennard ou des... Ça a pas trop pris. Finalement, le truc qui a marché peut-être le mieux, c'est d'aller chercher un vrai porteur de balle. Et je trouve que là-dessus, il a fait du bien. Parce que t'as dit les chiffres. Hein. S'il passe autant de temps avec la balle, c'est que ça marche. C'est que les pick and roll, encore et encore, et avoir ce porteur de balle classique de pick and roll, bah ça fait du bien. Là où plutôt Kawhi et Paul George, c'est pas des dépositaires du jeu. C'est plutôt des scoreurs. C'est tu les mets en 1 contre 1, tu les donnes en position et ils vont faire leur truc. Mais c'est pas eux qui peuvent te dicter l'identité de ton équipe, en un sens. James Harden, maintenant, il peut plus non plus en termes d'efficacité, en termes de volume, mais au moins, il peut t'assurer le cadre. Voilà. C'est plus l'identité, c'est plus comme à Houston, c'est que lui l'attaque et c'est lui qui dicte tout, mais au moins, il assure le cadre. Et je pense que cette qualité de porteur de balle classique, elle a fait beaucoup de bien. Et c'est bien qu'ils aient fait ça, sans doute, parce que, tu vois, ils avaient essayé des greffes avec des John Wall fin de carrière ou des trucs comme ça. Bon, bah, ça marchait pas parce que c'était pas assez fort, mais lui, ça a marché. Donc c'est bien, malgré ce déclin de volume. Et voilà, ce côté piqué dans le classique, hein, encore une fois, j'insiste, mais c'est vraiment ça hein, qui, à mon avis, manquait un peu à ces Clippers. Et l'autre aspect, c'est cette particularité de déclin, oui, perte de volume, oui, mais sur les quelques ballons que je garde, je joue exactement comme avant. C'est ça qui est dingue. Alors, comme tu dis, dans les situations qu'il joue, c'est les mêmes qu'avant. Il va pas aller au panier autant qu'avant. Ça, on est d'accord. Il va plutôt s'arrêter, prendre le pull-up à 3 points, ou alors le pull-up à 2 points, plutôt qu'aller jusqu'au panier. Donc ça, effectivement, il y a cette évolution. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, le volume est plus petit, mais sur le volume qu'il a encore, en fait, c'est exactement comme le Rockets, le James Harden des Rockets. C'est-à-dire, il est encore deuxième de NBA en termes de fréquence d'isolation. Non pas en termes de nombre d'isolation, le chiffre brut, mais quelle fréquence, quel pourcentage de ton propre jeu est dédié au 1 contre 1. Il est deuxième de NBA, derrière Tatum qui est premier. Il est aussi deuxième d'ailleurs en termes d'efficacité sur isolation, puisque devant lui, il n'y a que Kawhi, mais il est aussi deuxième en efficacité. Voilà, en fait, c'est juste, c'est pas, tu vois, on prend des exemples, qui est-ce qu'on pourrait prendre? Jrue Holiday, même draft que lui, Jrue Holiday, il s'est réinventé. Il a vieilli, il peut plus prendre autant de pull-up, il peut plus faire autant de pick and roll. Tu vieillis, tu déclines, tu te réinventes. Tu fais du off-ball, tu fais des cuts, tu fais du catch and shoot, ok. Harden, c'est pas ça. Harden, c'est je veux bien réduire la voilure, mais sur les ballons que j'ai, vous me laissez, c'est encore le même qu'avant. Donc c'est un déclin qui à la fois est assez marrant pour ça et à la fois aussi particulier parce que on n'en voit pas souvent des mecs comme ça qui déclinent mais sans se transformer en fait. C'est le même qu'avant, mais en plus rare quoi. C'est ça, et puis quand tu regardes depuis les années Brooklyn, en fait, il n'y a vraiment pas de changement. Depuis Houston, autant il y a un vrai changement en termes de charge, de sa manière d'aller au drive et tout. Mais la courbe qui suit depuis Brooklyn, je trouve qu'elle est vraiment linéaire. Et du coup, en fait, il vieillit vraiment tout doucement. Et c'est vrai que c'est pour ça, ce que je disais juste avant, il reste dans l'élite de l'NBA parce que son déclin est vraiment faible. Et en fait, c'est des petits signes. C'est le fait qu'il passe de, 25% la saison dernière de shoots sur lesquels il est assisté à 32%. Mais 32%, quand il pense, en fait, c'est vraiment pas loin de la première année à Philadelphie et c'est pas loin de certaines années à Houston avant qu'il devienne le James Harden à 49% de usage. J'abuse complètement sur le chiffre, j'espère. Et je crois donc tu dis, il a baissé, entre guillemets, jusqu'à 32% plutôt que 25%. Je crois qu'en 32, c'est encore top 10, hein, des moins assistés de NBA, hein, je crois de mémoire, je vais aller vérifier. Mais donc il a évolué, mais
pas tant que ça, quoi. Même, il est encore très haut, tu veux dire. Bah, c'est ça, il reste haut. En fait, c'est des changements qui restent relativement subtils. Et puis là où il a. En fait, effectivement, c'est ce qui est super marrant avec James Harden, c'est que c'est pas. Il peut plus driver. Donc à partir de maintenant, eh ben, il va juste avoir un rôle restreint en attaque. Non, c'est juste qu'il va shooter beaucoup plus. Et là, il prend la plus grosse proportion de sa carrière de tirs à 3 points. 56% de son jeu, c'est 3 points. Il reste très efficace en pull-up. En catch and shoot, il peut, hein, mais c'est vrai que c'est moins le profil. En fait, le mec s'adapte juste à ce qu'il peut plus faire, mais il reprend des zones du jeu qu'il maîtrisait déjà avant. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que James Harden va continuer à vieillir comme ça, en devenant juste un peu moins James Harden chaque année, mais en restant James Harden, quoi. Il deviendra jamais le mec qui va jouer off-ball, qui va faire des catch and shoot, ça sera jamais le cas. Et d'ailleurs, tu vois, je suis allé vérifier, 32% de paniers assistés, donc il est plus assisté que l'an dernier. C'est encore le 4e plus petit score de NBA. Juste, il y a juste Luka Doncic, SGA et Trae Young qui sont encore moins assistés que lui, donc voilà, pour dire aussi la non-évolution, l'évolution de non-évolution de James Harden qui est assez rigolote. Mais voilà, oui, aussi pour le drive, j'avais noté la stat, il est parmi les gros drivers 26e sur 57. Donc on est moyenne haute, on va dire, en termes d'efficacité sur les tirs en fin de drive. C'est juste que avant, il était top 3 tous les ans. Voilà, tous les ans, c'était le meilleur driver de NBA avec LeBron, avec des mecs comme ça. En termes de volume et efficacité, c'était un monstre. Là, le déclin, c'est sans doute là qu'on le voit le plus sur cet aspect que tu as développé du drive, où il a plus le jus. Et tu vois, on peut faire la transition vers le classement aussi, mais je pense que je vais être un peu plus sévère que j'ai été l'an dernier, mais parce que l'époque Sixers, pour moi, il y avait un peu cet aspect ambigu, je sais pas, mais où on attendait un peu des deux. C'est-à-dire, on savait que ce serait pas le scoring de Houston, mais il y avait quand même un peu plus d'attente, etc. Là, le volume a quand même un peu plus décliné. On était plus proche d'un meneur pass first qui peut scorer plutôt que d'un truc équilibré. Mais bref, arrêtons de divaguer. Où est-ce que tu l'imagines alors dans ce classement ? J'imagine quand même très haut. Après, c'est vrai que du coup, moins haut que Philadelphie, évidemment, parce qu'il y avait que lui, quoi. Enfin, c'était lui, Embiid. Ouais. Mais tu vois, j'aurais tendance à le mettre. Enfin, je t'avoue, je galère toujours autant avec ce classement. Tu vois, pour moi, il va clairement être au-dessus de Kyrie Irving. C'est. Je sais pas. Non. La galère de fou. Alors pour moi, en tout cas, il est clairement en dessous des 5 premiers joueurs. Voilà, il est clairement en dessous de Kawhi, Kevin Durant, Jason Tatum, Devin Booker, Donovan Mitchell, pour des questions de talent, volume, etc. À partir de Tyrese Haliburton, on peut parler, mais je le mettrai quand même au-dessus. Rudy Gobert, ça devient compliqué à classer, donc je le mettrai dans cette range de Gobert, Kyrie Irving, Domantas Sabonis. Pour moi, il est là-dedans. Ok. Moi, genre, j'avais tapé bas. J'avais tapé DeMar DeRozan, moi, un peu cette zone-là, un peu plus bas. Ah ouais, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, j'avais peut-être tapé trop bas. Oui, en effet. Je pense qu'il reste dans la range pour moi des Sabonis et compagnie en termes intrinsèquement, voilà, de niveau de jeu. Pour moi, il reste là-dedans. Je pense tu vois ce qui ferait qu'on aurait un Tyrese Maxey et DeRozan qui serait un peu en dessous, du coup, parce qu'actuellement, ils sont 11 et 12 dans ce classement. Non, mais effectivement, j'ai peut-être visé un peu trop bas, mais c'est toute la difficulté de juger ce volume qui est à la fois petit, mais à la fois aussi particulier, qui reste un volume de nature de star, hein, pour le coup, plus cet aspect de offensif. C'est vrai que je te rejoins un peu. Peut-être que le coller à Sabonis, j'étais trop bas, mais si on le remonte, on coupe un peu en deux la poire en deux. Le coller à Sabonis, ça peut avoir sens parce qu'il y a un peu cet aspect pareil que Sabonis de joueur à compromis qui est l'identité de l'équipe des Kings, mais un scoring qui est pas du tout implacable et qui est pas du tout à volonté, donc c'est peut-être la limite, plus la défense aussi. C'est vrai que James Harden, c'est un peu ça, quoi. C'est passing, plus trop le volume au scoring, peut-être un peu de défense aussi en question qui est pas top, peut-être un peu au-dessus ou un peu en dessous de Sabonis. Alors ça pourrait aller ou pas? Moi, juste en dessous de Sabonis, je pense que c'est la bonne place parce que, enfin voilà, Sabonis, il est quand même, enfin c'est compliqué d'évaluer entre les deux, mais je pense que c'est la bonne range et je le mettrais en dessous d'Instinct. On peut le mettre au-dessus, hein, même sinon, parce que je sais que tu voulais carrément le mettre au-dessus de Kyrie, toi, donc. Ouais, j'ai hésité pendant 2 secondes, mais quand tu réfléchis 2 secondes, en fait, tu te dis peut-être pas quand même. Je t'avoue, enfin pour moi, je vois vraiment, en tout cas dans cette range-là, mais pareil, de dire, en fait, j'aimerais le mettre à égalité que Sabonis. Malheureusement, c'est un top, donc ça marche pas comme ça. Mais je veux bien le mettre en dessous, ça me paraît bien en vrai. Ça me paraît bien. Derrière Irving, Sabonis, et devant des Karl Anthony Towns, DeRozan, Maxey, Murray, Jamal Murray. Ok, ouais, on peut faire comme ça.
On peut faire comme ça. Ça me va. Tu te rends compte aussi que quand tu l'écoutes, enfin quand tu fais le podcast et le top 100, c'est plus compliqué que quand tu écoutes, où c'est facile d'avoir un avis, pour le coup. Mais non, mais on fait comme ça. Ça me va très bien. Et donc on peut passer au petit quiz pour terminer. Nous sommes le 10 novembre 2023. Une action marquante de la saison que j'ai prise, c'est tout simplement son premier panier pour les Clippers. Qui est sur le terrain au moment de son premier panier inscrit pour les les LA Clippers contre Dallas. Je me souviens que c'était contre Dallas pour le coup. Bon, écoute, je vais commencer par le côté Clippers du coup. Je vais tenter. Attends, parce que je me souviens que c'était quand même une raclée de Dallas. Donc je vais quand même tenter les remplaçants côté Clippers. Genre du coup, bon, il y avait Harden, Ouais. mais je veux bien tenter les mecs genre Terrence Mann. Non, pas Terrence Mann, puisqu'il a pris la place de titulaire de Terrence Mann. Non, t'as de la chance, c'est un quiz assez facile, puisqu'il a marqué assez tôt avec les titulaires. Donc Ah ok. voilà. J'avoue, dans ma tête, il sortait du banc. Mais du coup, Paul George, Ouais, Kawhi, oui. Ivica Zubac. Exactement, tout à fait. Et au tout début, je me souviens qu'ils essaient de faire fonctionner Westbrook et Harden ensemble. Donc je veux dire Westbrook, ouais. Tout à fait, ouais, avec une question de statut. Il fallait pas trop froisser ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression. C'est ça. Mais effectivement, pour les Clippers, et leur côté Dallas, c'est marrant. Je rappelle, nous sommes le 10 novembre 2023. Le 10 novembre 2023. Alors, ah oui, attends, je pense que j'ai une idée. Ça veut dire que c'est avant le trade de Grant Williams. Avant les trades, ouais, tout à fait. Donc il y a Grant Williams qui est là. Exactement. Il y a Luka Doncic. Oui. Kyrie. Oui. Je réfléchis bien au roster à ce moment-là et tout ça. Derek Lively peut-être qui était déjà... Exactement. Tout à fait. Déjà titulaire, il avait gagné sa place au training camp et tout ça. Et puis on a un néo-clipper d'ailleurs. Quelqu'un qui en 2025 est un clipper. J'ai pas toutes les signatures en tête, mais... Il a fait du Derrick Miami, Jones Jr. Il a fait du Détroit, exactement, Derrick Jones Jr., tout à fait. C'est Jones qui est sur le terrain pour ce premier panier de James Harden chez les Clippers. Donc voilà, quiz assez facile pour toi ouais, ça pour ce joueur-ci. J'aurais pu me tromper avec Tim Hardaway, Josh Green, un truc comme ça, tu vois, c'était possible. On peut passer à notre 5e joueur du jour, c'est Giannis Antetokounmpo, évidemment. 35 minutes par match, 73 matchs pour Giannis, 112 de true shooting plus, donc plus 12% d'efficacité relatif à la moyenne. On va en parler sur un volume de 33%. Donc on est bien au-delà de la barre symbolique, un peu des 30% d'usage, de volume de responsabilité des stars, évidemment. Pour te lancer, on est, malgré la déception, peut-être à l'échelle collective, on est sur une saison individuelle, encore une fois, de très très haut niveau. Tu vois, c'est un peu l'inverse de ce que je disais sur Dejounte Murray, j'ai l'impression de dire ça en boucle. Mais en fait, je disais tout à l'heure, Dejounte Murray, c'est pas un joueur qui a transcendé son équipe et qui a brillé dans une saison décevante. Donc, on est obligé de lui faire subir le côté collectif des Bucks. Alors, des Hawks. Fatalement, Giannis, il souffre aussi de ça. Mais c'est vrai que pour le coup, il arrive à briller dans un contexte un peu négatif. Quand tu regardes la saison globalement, je trouve que c'est l'une des meilleures de sa carrière, ne serait-ce qu'offensivement parlant. Déjà, l'efficacité qu'il atteint, elle est dans la veine de ce qu'il a fait de mieux. Quand tu regardes comment il a évolué avec Damian Lillard, offensivement, je trouve ça très très convaincant. Et Milwaukee a vraiment, je pense, eu besoin de lui offensivement cette saison. Il était peut-être moins impactant en défense, moins investi en défense aussi. Mais par contre, offensivement, je trouve qu'il est vraiment, on peut dire, sur le prime de sa carrière. Donc franchement, je pense que c'est une très très bonne saison de Giannis. En plus, il se blesse pas trop, il joue pas mal. Gros rôle, grosse stat brute. Enfin, franchement, il a vraiment géré. J'ai pas grand chose finalement, tu vois, à lui reprocher. Si c'est du coup peut-être le petit déclin défensif. Et encore, c'est un très très grand moment pour ce qui lui arrive. Mais je pense qu'on est sur vraiment l'une des meilleures saisons individuelles qu'il a fait. Et je pense un des joueurs les plus performants de l'NBA. Là, quand je regarde, tu vois, le top 5 qui est déjà en place dans le top que tu as fait, Giannis, il est clairement dedans, il n'y a pas de doute une seule seconde. Oui, ça on est d'accord, mais effectivement, là-dessus, presque ce qu'on peut lui reprocher le plus sur la saison,
À mon sens, si on voulait titiller, c'est peut-être un peu sur leur sportif peut-être. Donc c'est un peu le côté vestiaire, le côté bon voilà, s'ils ont viré Adrian Griffin, c'est que il y avait pas de Giannis derrière, hein, grosso modo. Il y avait l'affaire des chaussettes sales, tu sais. Ouais, ce que j'allais Tout dire. cet aspect-là. Et en effet, je suis pas sûr que ça a été génial dans le vestiaire, mais pour le coup, sportivement, il y a quand même moins à lui reprocher, à mon sens. Et surtout, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on a le retour d'un niveau, notamment d'efficacité, qui est l'élément le plus important au basket, hein, qu'un jeu à somme nulle. Le niveau d'efficacité est de retour à des standards de Giannis, c'est-à-dire des standards d'élite. Voilà, clairement, j'ai dit tout à l'heure un plus 12% d'efficacité relatif à la moyenne. C'est un score incroyable sur un tel volume. Et pour dire, bah, le truc, c'est que depuis son explosion, son prime, qui est un des meilleurs primes de l'histoire de la NBA, on est d'accord là-dessus, depuis donc l'arrivée de Budenholzer en 2019, on n'était que sur des chiffres comme ça. C'est-à-dire, on faisait du plus 15%, plus 9%, plus 11%, plus 12%. Voilà, pour vous dire, des saisons depuis 1980, depuis plus de 40 ans, parce qu'avant, on n'a pas le volume, mais depuis plus de 40 ans, 45 bientôt, des saisons à 30% d'usage, de volume, qui font un tel score d'efficacité de au moins plus 10 relatif à la moyenne. Il y en a 50, 60 à peine, pas beaucoup plus, et il en a une poignée lui-même de saisons de ce calibre. Donc c'est vraiment des standards incroyables. Et le truc, c'est que l'an dernier, on n'avait pas du tout ça. L'an dernier, on avait une efficacité qui était très décevante. C'était même la première fois moyenne, depuis son année rookie ou sophomore, je sais plus, qu'il était aussi peu efficace. Et l'explication, elle était assez simple, c'est que il forçait quand même beaucoup plus sur le jeu, sur le scoring, notamment en termes de jump shot, où ça forçait un peu 3 points et long tir à 2 points, ce qui est un peu sa faiblesse. Et tu vois, je fais exprès de développer tout ça parce que je pense que peu de monde s'en est rendu compte à quel point l'an dernier était très très loin, mais une vraie anomalie de ces standards habituels d'efficacité et de rentabilité et de productivité. Et c'était à ce point une anomalie. Et ça s'est pas vu parce que le volume a compensé, en fait. C'est-à-dire que si je te fais les 3 années 22, 23, 24, il est à 30 points par match, 31, 30 et demi cette année. Bon, ça a pas l'air de bouger. Sauf que t'as 2 années où il est hyper efficace, mais avec un volume plus réduit. Et l'année où il n'a pas été efficace, il a compensé. Et donc ça a caché en termes de points par match. Il a compensé avec un volume qui était énormissime. Mais aussi pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas Middleton l'an dernier qui était blessé. Jour l'idée, c'est pas Lillard, etc., etc. Donc il a peut-être un peu forcé en termes de. Il a été obligé de forcer. Il a aussi forcé lui avec ses mauvaises tendances de prendre des tirs qui sont pas très bons. Bref, pourquoi j'explique tout ça ? C'est aussi parce que cette année, on est de retour sur une très très belle version, une efficacité historique. On est de retour aussi sur un volume plus modeste et en plus un pourcentage de paniers assistés qui est plus grand qu'avant. C'est-à-dire que l'an dernier, c'était à peine 43% de ces paniers qui étaient assistés, donc à peine 43% qui étaient créés par autrui. Cette année, c'est monté à 51%. Donc, tu vois, même en termes de régime de tir, ça fait aussi des tirs plus faciles. Donc, les points sont plus faciles à accumuler, hein, forcément, quand on est en finition plutôt qu'en création. Et ça, je pense qu'on le doit aussi à l'arrivée de Lillard, qui, le duo n'est pas encore parfait. On pourra en discuter, mais au moins ça a permis d'amener un autre joueur top 10, voire même top 5 attaquant NBA, même si lui-même n'a pas fait une grande saison. Mais je suis content de retrouver un Giannis qui a cette efficacité d'ultra élite en fait. Bah, carrément, et puis c'est vrai que si tu regardes un petit peu les chiffres, que tu réfléchis un petit peu à la domination de Giannis, déjà tu regardes la saison la plus dominante qu'il ait fait jusqu'ici en termes de points par tir tenté. C'était 2018-2019, il était à 1,3. Ouais. Tu regardes cette saison 2023-2024, il est à 1,3. Et entre les deux, tu as des saisons qui sont autour de... Du coup, qui sont dans des 1,2. Donc, c'est du 1,23, 27, 26, etc. La saison dernière, tu touches le fond, alors guillemets, hein, le fond pour Giannis à 1,2, pile. Et c'est vrai que du coup, là, il revient vraiment sur les standards les plus efficaces qu'il a connus dans sa carrière. En fait, c'est pas étonnant quand tu regardes vraiment le tableau global, où... à quelle période où il a le plus shooté près du panier ? 2018-19, où il prenait 66% de ses tirs, 2 tiers au panier. Et là, cette saison, il revient à ça. Donc, il se rapproche encore de sa zone préférentielle. Quand tu regardes, du coup, pareil, tu parlais des shoots sur lesquels il était assisté. La dernière fois qu'il était dans la zone vraiment des 50%, c'était 2018-2019. Et là, il y est de nouveau. Donc, en fait, il revient vraiment dans son rôle préférentiel et le rôle dans lequel il est le plus efficace. Donc, fatalement, ça fait plaisir parce qu'on revient sur... offensivement au moins, le meilleur Giannis possible. Donc, non, c'est clairement, je pense, la meilleure saison qu'il a faite depuis les saisons dans lesquelles il a été nommé MVP. Et l'impact qu'il a eu sur son équipe cette année, il était immense. Si tu retires Giannis aux Bucks,
clairement, c'est le jour et la nuit, mais j'ai envie de dire c'est le cas pour tout le joueur de top 10, mais là, pour le coup, c'est vraiment, il vivait par lui. Malgré l'arrivée de Lillard, il vivait vraiment par Giannis et ils avaient besoin de lui sur le terrain pour réussir. Donc, il y a ce côté où il était 4e, je crois, du vote pour le MVP. Je sais qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance à ce genre de choses, mais il méritait d'être considéré pour ce genre de trophée, parce que c'est vrai que sans lui, il n'y a rien derrière. Donc avoir un mec aussi efficace, aussi important, et aussi du coup impeccable par rapport à ce qu'il peut faire, je pense que c'est vraiment très 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 satisfaisant. Donc là, Giannis, on est sur, il est dans le top des saisons de 2023-2024, individuellement parlant. Malgré la déception des Bucks, on est vraiment sur le top player qu'il a toujours été dans ses meilleures années. Bah, d'ailleurs, tu parlais un peu de ça. Les Bucks sont dépendants de Giannis. Quelques chiffres, donc les fameux WOWI. Qu'est-ce que c'est WOWI? C'est With or Without You, acronyme. Donc quand les deux sont sur le terrain, Lillard et Giannis, on est à 123 d'offensive rating. Quand il n'y a que Lillard, 113, donc on est quand même plus bas, 113. Quand il n'y a que Giannis, 117. Donc voilà, pour dire aussi que voilà, les deux, ça marche bien, évidemment. Mais voilà, une attaque qui est aussi portée par Giannis, et ça fonctionne tout de même pas mal. Mais parce que voilà, on le connaît. J'ai voulu un peu développer sur cet aspect de un peu montagne russe, point par tir, efficacité, volume, etc. Mais on connaît, on va pas refaire le refrain de c'est le Shaquille O'Neal des temps modernes, c'est-à-dire le Shaq, mais qui dans l'espace actuel a un dribble en plus. Donc voilà, c'est un peu l'équivalent de ce qui pouvait se faire dans les années 2000. Grosso modo, c'est le mec qui peut aller au panier, qui peut générer des dunks non assistés au panier un peu tout seul en partant depuis le périmètre, etc., etc. Ça, vous connaissez un peu le refrain, on vous le refait pas. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect d'efficacité qui, pour moi, est primordial. L'autre aspect, c'est que je pense que on n'a peut-être pas encore vu à quel point ce duo pouvait aller haut. Parce que individuellement, Lillard a fait une saison moyenne pour ses standards. Hein. En plus, hors terrain, il a vécu un divorce, déménagement, etc. C'était pas complet, c'était pas facile, il en a parlé. Mais même sur le terrain, tu vois, on avait, au moment du trade, on a tous dit, tactiquement, c'est la folie, parce que c'est le pick and roll qui a deux menaces, qui a deux superstars offensives. Donc, qu'est-ce que tu fais en termes de défense? Est-ce que tu switches? Comme ça, t'autorises pas de décalage, mais chacun des deux peut punir le switch, que ce soit Giannis ou Lillard. Est-ce que tu mets la pression sur un, mais ça libère l'autre? Donc, tu mets la pression sur Lillard, ça libère un dunk facile pour aller plonger au panier pour Giannis. Est-ce que c'est l'inverse? Tu mets la pression sur Giannis, tu restes bas en restant sur Giannis, mais ça donne trop d'espace à Lillard en sortie de son pick and roll, etc., etc. Donc, il y a un peu cette théorie parfaite. Je pense que le truc sur lequel on s'est un peu planté, c'est à quel point ça peut être animé autour. Et on a vu que Middleton, Brook Lopez, ça bouge pas beaucoup. Donc comment est-ce que tu peux animer l'espace autour pour optimiser ce pick and roll? C'était pas parfait, mais surtout le point le plus important, c'est la pose d'écran. On a un peu fonctionné en mode là je viens de le refaire. Tu vois la théorie de qu'est-ce que tu fais en termes de couverture de pick and roll, etc. Il y a pas mal de très bons analystes. Je crois que c'est Daniel Lee qui l'a fait sur YouTube. Il montre il y a un truc qui manque, c'est la pose d'écran de Giannis, qui pour l'instant il est pas très bon là-dessus. Donc on n'a pas eu totalement ce duo qui a été déverrouillé, mais voilà, on a quand même, j'ai voulu citer les chiffres tout de même, on a quand même des standards offensifs qui étaient assez hauts d'ailleurs. Paradoxalement, les standards et l'attaque étaient bien meilleurs avec Adrian Griffin qu'elle n'était avec Doc Rivers, mais on va pas rouvrir ce chapitre-là. L'équipe aussi était bien meilleure, mais ok, soit. Mais voilà, ça fait quand même une saison où je veux pas faire non plus le débat avant l'heure, hein, pour le coup, mais tu vois, si on prend un peu ce qui sont sans doute les 3 meilleurs joueurs du monde, 3-4, allez, si on met Curry là-dedans encore, mais Curry, Jokic, Embiid, mais je pensais surtout donc Jokic, Embiid par rapport à Giannis, c'est clairement pour moi celui qui est le plus fort dans à la fois attaque et défense, je trouve, hein, tu vois. Je pense que Jokic va taper plus en attaque peut-être, je pense que Embiid aussi parfois, mais Embiid peut aussi en défense, mais plus irrégulier, mais je pense que Giannis, je sais pas où est-ce qu'on va le placer au final, mais c'est celui qui est le plus compétent dans les deux à la fois, je trouve. Je suis complètement d'accord, et c'est vrai qu'il a ce potentiel d'être potentiellement l'attaquant le plus efficace de l'NBA. Le meilleur, c'est dur à dire parce qu'il crée moins que les autres, mais le plus efficace, et être peut-être le meilleur défenseur de l'NBA sur une saison. Ouais. Donc c'est vrai que quand tu associes les deux, enfin voilà, c'est évidemment dans le top du top de la ligue. Maintenant, c'est vrai que par rapport à Damian Lillard, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce duo est un peu sous-exploité, enfin mal exploité peut-être. Le jeu autour aussi, c'est vrai qu'il faut pas attendre ça de Doc Rivers, mais tu vois, c'est vrai que si le mec qui s'occupe de l'équipement la saison prochaine peut faire son taf, il y a moyen que ça performe. Si les chaussettes sont propres. Mais du coup, en fait, oui, j'ai dit, il y a un très 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 léger déclin, j'ai mis trop de traits, il y a un très léger déclin défensif, je trouve, de Giannis.
pas dans le sens où il est moins bon, mais dans le sens où il a eu... il était moins dans les bonnes dispositions pour impacter à ce niveau-là. Je trouve qu'il est moins impactant que les saisons où il est depoy aussi, où il est vraiment dans le top défensif. Mais c'est subtil. Et par contre, offensivement, voilà, on est vraiment sur le prime Giannis. Donc quant à ce joueur-là, évidemment, c'est dans le top de la ligue. Et c'est terrifiant. C'est juste terrifiant pour les défenses adverses. Donc c'est vrai que c'est décevant de voir cette équipe-là avoir d'aussi mauvais résultats, alors que tu as Damian Lillard et que tu as Giannis, et toutes les raisons que tu as évoquées en pick and roll qui font qu'ils sont indéfendables, devraient faire que c'est une top équipe, mais c'est pas encore le cas. Donc on attend de voir ce que ça peut donner. Maintenant, sur la saison qui vient de passer, il y a ces problèmes collectifs, il y a le problème d'animation autour, mais malgré tout, Giannis, dans ce contexte-là, il est extrêmement performant. Donc qu'est-ce que c'est si tu optimises vraiment ça, en fait? Est-ce que Giannis il devient encore plus efficace? Mais plus efficace que ça, tu viens titiller les meilleures saisons all-time de l'histoire de la NBA. J'étais en train de regarder, il n'a pas été élu All-Defense cette année. Je suis pas surpris, mais c'est parce que l'équipe est 19e defensive rating. C'est ça. Donc exactement. Il y a le côté du biais collectif et personnellement, j'ai trouvé qu'il était moins bon et moins impliqué. Bah, effectivement, il y a un peu cet aspect de plein de schémas qui ont été testés, un peu différents d'habitude, où voilà, Milwaukee avec son identité. Tu vois, si on prend l'exemple encore pire, c'est celui de Brook Lopez, qui a pas trop changé par rapport à l'an dernier, mais quand tu le fais monter sur pick and roll plutôt que rester bas comme il fait depuis tout le temps, bah, c'est le même joueur, mais le résultat, il est différent. Il est pas bon parce que tu utilises un marteau pour visser un clou, quoi. J'exagère, mais c'est un peu l'idée. Mais tu vois, moi, bon, ok, le mec est pas élu All Defense parce que la saison est pas bonne et que voilà, il y a le collectif, c'est un argument pour beaucoup. Moi, je regarde certains noms. Pour moi, ça reste quand même un mec qui est parmi les 10 meilleurs défenseurs de NBA largement, facilement. Et encore, enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est Herb Jones, Caruso, etc. Mais cet aspect de protection de panier, enfin, défensivement, il y a aussi une certaine hiérarchie en termes de à quel point tu es capable d'affecter les actions. Et donc, les pivots et les intérieurs ont plus de valeur que les extérieurs parce qu'ils peuvent affecter plus d'actions et surtout la zone primordiale qui est le panier. Pour moi, un Giannis, c'est pas une encre défensive en termes de le poste 5 solide, etc. Mais le balayage qu'il est capable de faire off-ball, le playmaking défensif, la polyvalence face au ballon, je te rejoins. Hein. Il est peut-être un peu moins bon que d'habitude. Je suis pas sûr de le sortir de mon top 5, top 10 défenseur. Donc il y a ça aussi à rajouter, quoi. J'aurais du mal, ouais. Valeur, c'est ce que je disais un peu plus tôt, tu vois. C'est que je trouve Giannis peut être l'attaquant le plus efficace et le meilleur défenseur de l'NBA. Ouais, c'est vrai que par rapport à ce pic-là qui est top 1, là, il était un peu en dessous. Par contre, je pense qu'il est dans mon top 5. C'est vrai qu'on a tendance à, un peu dans les All Defensive Teams, dans les récompenses, vouloir récompenser une diversité de joueurs. Aller chercher, du coup, tu as parlé de Caruso, par exemple. Maintenant, factuellement, ça reste plus impactant d'avoir un joueur comme Giannis. Et il joue dans le rôle qui est peut-être le plus important aujourd'hui en NBA, où il arrive tout le temps en aide. Il est omniprésent défensivement. Et du coup, si tu retires Giannis de ta défense, bah, encore une fois, c'est le jour et la nuit, tant parce que c'est un défenseur exceptionnel que parce qu'il occupe un rôle crucial, peut-être du coup le rôle le plus important. Brook Lopez est un rouage essentiel, mais par contre, tu peux pas faire plus irremplaçable, je pense, que Giannis. Donc c'est vrai que Giannis, voilà, tu vois, je dis un déclin, c'est comme, on parlait plutôt de James Harden et son déclin, on passe du top player qui aurait été top 1 d'habitude au top player qui maintenant sera top 5. Je suis d'accord. Donc pas trop de discussion, on le met numéro 1 du classement pour l'instant, devant Kawhi Leonard et Kevin Durant, pardon, ou Kevin Durant, j'allais dire, on pourra aussi changer éventuellement, mais on le met numéro 1, t'es d'accord? Bah moi je suis totalement d'accord, hein. Quand tu prends les deux côtés du terrain, pour moi il n'y a pas vraiment de débat. Ouais. Là, de tous les joueurs qu'on a dans le classement actuellement, Kawhi, Kevin Durant, Jason Tatum, Devin Booker, etc., Giannis est top 1 tous les jours. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord, donc évacuons ça rapidement. Giannis, nouveau numéro 1 de notre classement, mais l'émission n'est pas finie. Petit quiz pour terminer. Giannis. Nous sommes le 24 novembre 2023. Tu as eu pas mal de quiz faciles, mais il est temps de te tester pour de vrai. C'est un poster dunk contre Daniel Gafford. Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk sur Daniel Gafford? Alors, je peux te dire qu'il y a Giannis et Daniel Gafford. Voilà. Tout à fait. Donc 2 sur 10 déjà. Alors attends, du coup la date, parce que les Wizards, pareil, c'est un peu bougé et tout. Exactement, déjà on est aux Wizards. On est le 24 novembre, donc Gafford ou Wizards. Ok. Concentration. Bon, début de saison, gros volume, Jordan Poole. Il n'est pas sur le terrain à ce moment-là. Ah, tu m'as trouvé un match sur lequel il n'y a que des remplaçants obscurs et tout.
Quelques-uns. Ok, attends, je vais... Deni Avdija, je pense, est là. Pas non plus. Ok, donc on est vraiment sur un truc obscur. Il y a forcément un autre titulaire des Wizards. Il y a genre Tyus Jones. Exactement. Ok. Corey Kispert. Exactement, il est là, tout à fait. Allez, attends, parce que du coup là on a 3. Ouais, il te manque un champion NBA. Champion NBA. Lakers. Les Lakers, ils gagnent avec peut-être du coup Kyle Kuzma. Exactement, Kyle Kuzma, tout à fait. Et le dernier, c'est une idole en France. En France? Ouais, c'est une idole en France qui nous a dit, tu te rends compte que si on était parti 1h15 plus tôt, on serait arrivé 1h15 plus tôt. Attends, j'ai pas du tout la ref. Quelqu'un qui nous a dit salut Saint-Etienne, alors qu'en fait il était à Clermont. Mais je n'ai pas du tout le truc. Que je t'aime. Qui dit allumer le feu. Attends, Johnny du coup. Ok, mais je suis très mauvais, désolé, il faudra me pardonner, je suis très très mauvais en musique française, c'est pas du tout ma cam. Et je pense que Johnny Davis du coup. Exactement, Johnny Davis. Et je t'ai pas fait le... Oui, je connais l'équipe de France, je connais Zazie. Et moi la culture, alors ça va sonner très genre, je suis ricain, j'habite là depuis 200 ans, mais la culture française, je suis trop nul. Je réalise ça avec le temps, mais voilà, faut pas m'attendre là-dessus. C'est pas le vrai Johnny, hein, c'est Johnny Davis, en effet, le jeune drafté il y a pas longtemps. Johnny Davis, Kuzma, Tyus Jones, Kispert et Gafford. Et alors, côté Bucks? Côté Bucks, du coup, j'ai envie de te dire qu'il y a Giannis, du coup, évidemment. Oui. Vu les temps de jeu, Damian Lillard. Oui, tout à fait. Ensuite, c'est galère parce que je sais pas trop si Chris Middleton marche avec des béquilles ou pas. Donc, j'ai commencé par Brook Lopez. Brook Lopez n'est pas sur le terrain. Il n'est pas sur le terrain, donc Bobby Portis l'est peut-être. Oui, tout à fait. J'ai envie de dire si Bobby Portis est là, peut-être que Pat Connaughton est là aussi. Exactement, Pat Connaughton est là. Et puis le dernier, ce n'est pas une vigne moche, c'est un... j'aime bien. C'est Marjon Beauchamp, du coup. C'est un beau champ, oui, tout à fait. Incroyable. J'aime bien. Pardon, excuse-moi pour les indices. Hein, c'est comme ça, il faut faire avec. Mais t'as raison de caler les indices, d'autant plus que je trouve qu'ils rajoutent du fun. Et je te cache pas que j'avais genre 4 ou 5 joueurs en tête avant Marjon Beauchamp. Ah oui, d'accord. Ah mais j'allais te dire voilà. Malik Beasley, j'allais te sortir Cameron Payne, des trucs comme ça, mais pas tout de suite, Marjon Beauchamp. Bref, donc voici pour nos 5 joueurs du jour. Je rappelle, on a parlé de Giannis, on a inséré Giannis à la première place de ce classement. On a parlé de James Harden et on l'a inséré autour de la 12e place entre Sabonis et Karl Anthony Towns. On a aussi inséré Devin Vassell plus bas dans le classement, autour de la 27e place entre Bogdanovic et CJ McCollum, de mémoire. On l'avait mis là, si je ne me suis pas planté sur mon Excel. On l'a mis entre Mike Conley et Bogdanovic notamment. Plutôt, c'est ça, j'avais un doute. Voilà, effectivement, donc on l'a mis entre Mike Conley et Bogdanovic, un cran plus haut. 3-4 places derrière, on a aussi Dejounte Murray, qui a été inséré entre CJ McCollum un peu plus bas et Keegan Murray, et puis Wendell Carter Jr. et son petit minutage et sa saison à moitié réalisée, qui est pour l'instant dernier. On verra ce qu'on fait de lui, on verra si on le swap pour Zubac ou pour Malik Monk. C'est tout à fait possible dans un épisode reclassement. Mais voici pour les 5 du jour, et alors je te remercie beaucoup Benjamin d'être passé sur Basket Lab. Bah écoute, merci à toi, c'était un plaisir, et puis désolé, je parle beaucoup, donc on a un épisode, je pense, encore plus long que d'habitude. Mais non, mais plaisir, et puis voilà, je préfère le dire moi-même, parce que j'adore faire ça à la fin des podcasts. Abonnez-vous au Basket Lab, parce que moi, je suis un auditeur récurrent, et c'est un sacré banger, comme disent les jeunes, et j'aime beaucoup ce que tu fais, donc voilà, je veux que les gens s'abonnent en masse. Après, s'ils sont là depuis 2 heures, non, je pense qu'ils sont abonnés quand même. Eh bien merci, j'ai tout autant de pudeur que très peu de répartie, donc j'arrive pas à dévier pour envoyer une vanne. J'adore faire ce genre de choses, tu vois, parce que en plus après ça met un petit malaise, les gens savent pas trop quoi dire après, donc tu vois, c'est mon truc. Bon, merci beaucoup en tout cas, et merci d'être passé sur la syllabe pour une 2e fois alors. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour ce 7e numéro déjà, donc ce qui nous fait un plutôt bon classement. Je le rappelle à chaque fois, mais pour aller voir le classement et son évolution, rendez-vous sur le Discord. C'est là que je mettrai un peu les images en temps réel. Je sais que c'est pas pratique, mais je veux pas trop le mettre en trop facile d'accès, notamment sur des réseaux sociaux, parce que la viralité peut parfois être une mauvaise viralité dans les classements. Je ne ferai plus cette erreur sur Twitter, mais voilà. Pour le classement, retrouvez ça sur le Discord. Et puis sur le Discord, on a aussi un espace pour venir commenter et pour parler de tout ça. C'est un peu le but. Donc
si vous avez pas mal de revendications ou même juste discuter des cas, de ce qu'on a dit, des classements évidemment aussi, même si c'est pas le principal, le but c'est de parler des joueurs surtout, mais si vous, tout de même vous voulez parler du classement, on vous y attend sur le Discord, on est pas mal, on s'amuse, donc rendez-vous là-bas. Et puis, eh bien la prochaine fois, 8e numéro de ce top 100, et on va enchaîner avec une très belle cuvée. La prochaine fois, on va parler demain donc de Michael Porter Jr., de Isaiah Hartenstein, Tyler Herro, Darius Garland et Luka Doncic. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Benjamin d'être passé sur le Basket Lab une nouvelle fois. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.